Cette histoire est celle d'un stagiaire, Zhu Ming, qui a récemment rejoint l'entreprise Chongming. Il est constamment malmené par ses aînés et ses pairs. Ils le traitent comme leur esclave personnel, toujours en train de leur faire du café. Mais tout le monde ne le traite pas aussi durement. Il y a cette dame qui lui conseille de se défendre et d'apprendre à dire non aux autres. En la voyant, le jeune homme se met à rougir, et j'ose dire qu'il est très épris. Quoi qu'il en soit, nous découvrons que cette fille est Su Ruoqing, une senior de l'entreprise, qui a également fréquenté la même université que notre héros. Jusqu'à présent, elle a été la seule à faire preuve de gentillesse envers lui dans cette entreprise. Il rougit en lui jetant des coups d'œil. Dans son moment de gêne, il remplit maladroitement la tasse de café, se brûlant la main, et de tremper son pantalon. La jeune fille prend rapidement des mouchoirs en papier et commence à éponger la tache de café, s'approchant suffisamment pour faire rougir le garçon encore plus. Voyant son embarras, elle lui demande pourquoi il est si troublé, et lui fait remarquer qu'elle n'est que son aînée, pas une étrangère. Il avait déjà commencé à s'imaginer en train de lui taper sur les joues après avoir bandé en voyant ses gros nichons, mais ses espoirs sont probablement anéantis lorsqu'elle l'appelle nonchalamment son petit frère. Soudain, un autre cadre arrogant apparaît et pointe du doigt notre héros, lui ordonnant de prendre une pile de cadeaux et de les distribuer à chaque service. Cette fois, notre héros se défend enfin, affirmant fermement que ce n'est pas son travail. Naturellement, le seigneur se met en colère et affirme qu'il ne fait qu'aider notre héros à se familiariser rapidement avec chaque service. La dame décide d'accompagner le garçon dans cette tâche, mais l'arrogant aîné lui suggère poliment qu'elle n'a pas besoin d'effectuer un travail aussi subalterne et lui assigne une meilleure tâche. Elle se penche plus près de Zhu Ming et lui conseille d'accéder à la demande de l'aîné, en lui promettant qu'ils passeront un bon moment plus tard. Le garçon accepte, mais juste à ce moment-là, l'homme arrogant balance un lourd sac de cadeaux à la figure de notre héros. Le contenu se déverse alors partout. Une fois de plus, l'arrogant reproche à Zhu Ming de ne pas avoir attrapé le sac. Le pauvre commence à ramasser les cadeaux. L'instant s'éloigne, marmonnant qu'il le mettrait en pièces s'il n'avait pas besoin de son salaire. Soudain, son téléphone sonne. Il montre une publicité pour un jeu douteux qui lui promet un exutoire pour sa colère et la libération de tous les problèmes liés à l'argent. Bien que conscient de l'aspect louche de la chose, il appuie sur le bouton de téléchargement. L'instant d'après, de l'énergie arcanique jaillit du téléphone. Ouvrir un portail vers un autre monde, et on le fait passer à travers sans cérémonie. Tout en se frottant le cul comme s'il venait de recevoir un coup de bambou, il se tourne, il voit des zombies qui tentent de franchir une clôture pour l'atteindre. En voyant les monstres, il se rend compte qu'il est tombé dans un autre monde. Soudain, une fenêtre système apparaît, déclarant que le système Apocalypse Tikkun lui est désormais lié, et qu'il peut y échanger des points contre de l'or ou des cristaux. Elle l'avertit également qu'il lui faudra attendre 12 heures avant de pouvoir retourner dans son propre monde, et dans le monde de l'Apocalypse. Alors qu'il se sent terrifié par ce changement soudain de système absurde, la défense contre les zombies s'effondre. Les zombies se lancent immédiatement à sa poursuite, poussant le chat effrayé à courir pour sauver sa peau. Il appelle frénétiquement à l'aide. Quelqu'un tire soudain la goupille d'une grenade. Une femme très courageuse fait une entrée remarquée en lançant des grenades sur les zombies. Les explosions anéantissent les zombies, et elle atterrit gracieusement tandis que l'explosion derrière elle fait voler les morts vivants. L'homme la remercie pour son aide, mais la jeune fille l'ignore en disant que cela fait partie de son travail. Elle le remercie en plaisantant d'avoir crié comme un fou, ce qui l'a aidé à localiser l'endroit où les zombies avaient ouvert une brèche dans leur territoire. En guise de remerciement, l'homme lui offre un gâteau de lune provenant d'un des coffrets cadeaux. La dame semble perplexe, ne sachant pas de quoi il s'agit. Quand elle prend une bouchée, son cerveau s'emballe sous l'effet de la dopamine. Elle avoue qu'elle n'a jamais rien goûté de tel auparavant. Le type lui dit d'arrêter d'exagérer, car ce n'est qu'un putain de gâteau. Mais elle lui donne même un morceau d'or en échange de ce délice qu'elle avait. Avant de partir, elle lui conseille de vendre les gâteaux de lune à un prix plus élevé au marché, où ils seront vendus en un clin d'œil. Zhu Ming lui demande son nom avant qu'elle ne parte, et elle se présente comme Lin Sun. Au bout d'un moment, nous nous retrouvons sur la place du marché des colonies, où les marchands se bousculent déjà pour vendre leurs produits, en vantant les mérites de leurs marchandises. Pendant ce temps, notre inconnu est lui aussi assis à son petit stand, montrant fièrement ses mooncakes à la croûte fine et croustillante, et aux garnitures délicieuses qui, il le jure, ne vous décevront pas. Une foule commence à s'amasser lorsque la nouvelle des mooncakes se répand. Un homme se souvient que son grand-père lui a parlé de ces friandises, et une fille se demande à voix haute si ces friandises existent vraiment dans ce monde post-apocalyptique en désordre. Lorsque la foule s'interroge sur le prix, Zhu Ming sourit et dit qu'il les vend pour 1 gramme d'or contre une part de gâteau. L'un d'entre eux prend de l'assurance, affirmant que les produits de Zhu Ming sont plus chers qu'un MacBook de 8 Go. Mais Zhu Ming, usant de ses talents de vendeur,
fait valoir que dans ce monde incertain, les gens doivent profiter des délices tant qu'ils le peuvent, et que s'ils ratent à l'occasion, ils risquent de ne pas avoir d'autre chance. Un homme dans la foule est d'accord avec notre héros et achète un gâteau de lune. Les badauds commencent à cancaner, suggérant que l'acheteur doit être riche, probablement un mercenaire. Lorsque le mercenaire mange le gâteau de lune, c'est comme un feu d'artifice de saveur dans sa bouche. L'extase totale. Il est tellement accro au goût qu'il offre 100 grammes d'or pour obtenir d'autres gâteaux. Après avoir vu ce mercenaire, d'autres personnes font la queue pour jeter leur argent par la fenêtre, afin de goûter à ce délice. Une fois que tout le monde a pris une bouchée, leurs réactions sont un pur bonheur, comme s'ils venaient de goûter une tranche de paradis. La nuit s'installe, Zhu Mingha remplit une bourse d'or entière après avoir vendu 600 grammes de gâteau de lune. C'est une victoire absolue pour l'ancien esclave de l'entreprise qui avait subi des brimades. Soudain, un personnage louche apparaît, armé d'un poignard qu'il appuie sur le dos de notre garçon. Ils exigent qu'il leur remette tout ce qu'il a gagné sous peine de mort. Le visage de Zhu Ming pâlit en entendant cela, car il n'est pas disposé à donner son argent durement gagné. Le voleur s'impatiente et décide de tuer Zhu Ming immédiatement pour le butin. Mais juste au moment où le couteau est sur le point de frapper, le délai de 12 heures pour la téléportation dans le système expire, et notre héros ordonne immédiatement au système de le téléporter. Avant que le voleur ne puisse frapper, mon homme s'évanouit dans les airs, laissant l'imbécile perplexe quant à la façon dont un grand gaillard peut disparaître comme ça. Le portail s'ouvre directement sur sa chambre. Le garçon pousse un soupir de soulagement, sachant qu'il a échappé de peu à la mort grâce à la fin du temps de recharge. En voyant tout cet or, il devient fou de joie, prévoyant de prendre quelques gâteaux de lune et de retourner dans le monde apocalyptique, pour vendre ses marchandises une fois que le temps de recharge sera réinitialisé. Le jour suivant arrive au bureau, et la routine habituelle de se faire engueuler par ses aînés commence. Mais cette fois, au lieu de se laisser faire, mon homme se lève comme un homme et fait comprendre qu'il n'est pas un punching ball sur lequel les gens peuvent déverser leur frustration. Puis un autre chauve essaie de lui donner des ordres en exigeant un café. Une fois de plus, mon homme refuse catégoriquement, lui disant d'aller se faire voir. The Baldy McShine se tourne vers la blonde et lui demande pourquoi Zhu Ming n'obéit pas à ses ordres, bien que la blonde soit directrice. Blondie interpelle alors notre héros pour affirmer sa domination, mais mon gars se fiche éperdument de ce que ce type derrière lui a à dire. Témoin de sa nouvelle audace, la dame à la poitrine généreuse arrive et demande à Zhu Ming d'où lui vient cette confiance soudaine. Tout en rougissant, Zhu Ming lui rappelle que c'est elle qui lui a appris à se défendre contre ceux qui le bousculent. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai. Sa confiance vient surtout de l'argent qu'il a gagné la nuit dernière. On dit que l'argent donne du courage aux hommes, et notre héros ne fait pas exception à la règle. Il consulte sa montre et se rend compte qu'il est presque temps de se téléporter à nouveau. Peu de temps après, il se retrouve de nouveau dans le monde apocalyptique. Cette fois, il a apporté du bœuf en conserve et est convaincu que cela lui rapportera beaucoup d'argent. Mais il semble que ses clients potentiels, aussi insignifiants soient-ils, ils ne paieront probablement pas un centime. Il s'élance pour esquiver ses profiteurs, mais il se rend vite compte qu'il porte trop de choses pour s'en sortir indemne. Pour sauver sa peau, il s'empare d'un tas de boîtes de conserve et les lance vers les zombies, qui se jettent immédiatement sur la délicieuse viande qui se trouve sur le sol. Il se cache derrière un rocher géant, mais les monstres ne sont pas satisfaits et semblent en vouloir plus. Au lieu de fuir, il décide de les affronter. Il ouvre son système, à la recherche de compétences ou d'objets pour combattre ces créatures. Heureusement, il échange 100 points contre une compétence appelée frappe du cimetière. Il commence immédiatement à donner des coups de pied aux zombies avec ses jambes nues. Il adopte une position ferme et les met au défi de s'en prendre à lui. Après avoir écrasé ces créatures, il s'arrête enfin et s'esclaffe, stupéfait de voir à quel point ce système est ridiculement cassé, ce qui lui donne suffisamment de pouvoir pour abattre ces créatures d'un seul coup. Soudain, une voiture klaxonne, et quelqu'un crie des louanges à notre héros pour ses excellentes compétences. Ces hommes s'avèrent être des mercenaires, qui étaient en route pour aider Zhu Ming après l'avoir vu paniquer. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils battent les zombies aussi efficacement. L'un d'eux demande l'identité de notre héros et se présente comme un membre des chasseurs de cadavres. D'autres zombies se précipitent sur eux. Ils crient donc à notre héros de monter dans la voiture, et ils partent en excès de vitesse. Le type tend un pistolet à Zhu Ming, l'avertissant de ne pas gaspiller les balles car elles sont précieuses. Mais Zhu Ming n'a jamais vu un vrai pistolet auparavant. Il est stupéfait de voir ce chasseur émérite abattre des zombies avec une telle précision. Il se dit qu'il doit apprendre vite s'il veut survivre dans ce monde de fous. Le chauffeur dit à Zhu Ming de commencer à tirer tout de suite, en disant que c'est ainsi qu'il faut vivre comme un homme. Mais notre homme, habitué à être le souffre-douleur de l'entreprise, se sent un peu mal à l'aise. Il vérifie son système et constate qu'il peut acquérir des compétences de base en matière d'armes à feu pour 100 points. Il commence donc à exploser ses zombies pour se défouler et apprendre à la voler.
Pendant qu'ils sont occupés à éliminer des zombies avec des balles, un zombie en particulier leur fonce dessus. Zhu Ming est choqué de voir ce mort-vivant sprinter vers eux. Le chasseur de cadavres lui explique qu'il s'agit d'un zombie de seconde zone, plus rapide et plus coriace que les zombies habituels, et qu'il doit donc être prudent. Zhu Ming faillit s'étouffer en voyant le zombie s'élancer vers eux. Abattre le chasseur de cadavres. Avant que le pauvre homme ne soit étouffé à mort, Zhu Ming intervient. Il donne un coup de genou au zombie, et enfonce le canon de l'arme dans sa bouche, lui faire sauter la cervelle avec le barrage de balles. Le chasseur de cadavres félicite notre héros pour son courage et sa force, impressionné par la façon dont il a abattu un zombie de seconde zone comme s'il n'était rien. Zhu Ming sourit, reconnaissant qu'il lui ait sauvé la vie, et qu'il ne veuille pas qu'il meure non plus. Woody Guy se penche pour inspecter le zombie. Il trouve un cristal qui surprend tout le monde. Apparemment, ces cristaux formés par les zombies sont classés de 1 à 9, et celui-ci est un noyau de zombies de 2e classe. Le chasseur offre immédiatement le cristal à Zhu Ming, insistant sur le fait qu'il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Zhu Ming, qui pense encore comme un ancien esclave de l'entreprise, hésite à accepter un objet aussi coûteux. Mais le soldat insiste joyeusement sur le fait que Zhu Ming le mérite pour avoir sauvé la vie de son frère. Il lui montre également des cristaux de première classe, qui n'ont pas la même valeur, mais qui devraient permettre d'acheter des munitions et de la nourriture au moins. C'est à ce moment-là que Zhu Ming commence à envisager de devenir chasseur. Même si c'est risqué, ce métier rapporte énormément d'argent. Le chasseur invite chaleureusement Zhu Ming à rejoindre son équipage, mais ce dernier lui répond poliment qu'il doit y réfléchir. Le type en sweat à capuche lui assure que c'est le propre de leur capitaine d'inviter des gens prometteurs comme lui. Ils se dirigent à toute vitesse vers leur camp militaire dans la voiture. Zhu Ming se détend à l'arrière, en vérifiant le cristal qu'il a reçu. À ce moment-là, une fenêtre système apparaît, le cachant comme un noyau de zombie de 2e classe et lui demandant s'il veut le transformer en point. Pas d'hésitation. Il dit oui. Et pouf, le cristal disparaît et il reçoit 100 points en échange. Enthousiasmé, Zhu Ming se dit que ce cristal doit valoir 100 grammes d'or pour lui rapporter autant de points. Il a l'impression d'avoir touché le jackpot. Le système lui signale alors qu'il semble transporter beaucoup de bagages et lui demande s'il souhaite acheter de l'espace de stockage. Le mètre cube coûte 100 points. Sans hésiter, il achète le stockage pour alléger le poids des boîtes de conserve qui pèsent sur ses maigres épaules. Après un peu de route, ils atteignent le camp de réfugiés. Ils se dirigent bientôt vers la zone centrale, et le chauffeur demande à tout le monde d'attacher sa ceinture. Sur la route, ils croisent des civils qui mendient de la nourriture, prêts à tout pour une simple pomme de terre. Lorsqu'ils arrivent à la base, les soldats ouvrent la porte de la base. Le capitaine chasseur de cadavres présente immédiatement sa carte d'identité à la porte. Un soldat enthousiaste demande au capitaine combien il a gagné aujourd'hui. Le capitaine répond fièrement qu'ils ont gagné assez d'argent pour acheter de la nourriture. Il désigne notre héros comme le principal butin de leur chasse et demande aux soldats de lui donner un laissez-passer pour entrer dans la base. Une fois qu'ils sont entrés dans la zone de sécurité, la zone centrale, notre héros reçoit sa carte d'identité pour cet endroit, et le capitaine décide de prendre congé car il a d'autres affaires à régler. Il se salue une dernière fois, et mon homme rappelle immédiatement sa boîte de conserve de bœuf. Il est absolument impatient de gagner environ 37 millions de dollars, avec seulement 20 dollars d'investissement. Un peu plus tard, nous nous retrouvons sur le marché, là où tout le monde vend ses produits. Notre héros s'étonne de voir des objets quotidiens de son monde traités comme des produits de luxe à des prix élevés. Soudain, il est surpris par quelqu'un, qui ressemble à un autre chasseur de cadavres, aux muscles massifs intimidant notre héros alors qu'il lui demande s'il peut voir son arme. Zhu Ming se met délibérément à parler fort pour attirer l'attention, accuser le type musclé d'avoir tenté de commettre un crime en plein jour et d'avoir crié à l'aide. Le gorille le rassure rapidement en lui disant qu'il n'est là que pour vendre des armes et lui montre son stand entièrement consacré aux armes à feu. Voyant notre héros avec des chasseurs de primes, il s'est dit qu'il aurait lui aussi besoin d'armes solides. Zhu Ming est très surpris de voir quelqu'un vendre ouvertement des armes. Le marchand lui explique rapidement que dans ce monde détraqué, les gens ont besoin d'armes pour se protéger. Il se vante de la qualité de ses armes et propose à Zhu Ming une réduction de 20%, exigeant en retour 5 cristaux de niveau 2. Mais Zhu Ming admet honnêtement qu'il n'a pas un seul centime à lui donner. En entendant cela, le marchand est dégoûté et dit à ce pauvre type de déguerpir de sa vue. C'est alors que Zhu Ming joue son atout. Il dit au marchand de mieux traiter ses clients et sort une boîte de bœuf, affirmant qu'elle vaut plus que n'importe quel cristal de luxe. Le marchand est surpris et admet que les conserves ont plus de valeur que tout le reste. Zhu Ming prend son courage à 2 mains et laisse le marchand jeter un coup d'œil à la nourriture. Il ouvre le seau, et dès que le marchand pose les yeux dessus, il se met à saliver devant ce délicieux repas. Il accepte d'échanger n'importe quel fusil contre 5 boîtes de conserve. Zhu Ming serre immédiatement la main du marchand
Il choisit un fusil et demande où il peut se procurer des balles pour cette beauté. Le marchand lui indique l'emplacement précis d'un magasin de munitions. Lorsque Zhu Ming arrive au magasin, il voit d'autres personnes faire des achats. Il fait la queue pour demander des munitions pour son arme. La dame derrière le comptoir l'informe qu'il s'agit de 10 grammes d'or par boîte, avec une boîte gratuite s'il en achète 10. Notre héros est choqué par son prix ridicule. La dame ne se retient pas et commence à dire du mal de lui, le traitant de merdeux fauché qui ne peut même pas réunir l'argent nécessaire à la réalisation d'un projet qui pourrait lui sauver la vie. Si j'avais été à la place de cet idiote, j'aurais écrasé ses actifs pour avoir dit du mal de lui. Quoi qu'il en soit, Zhu sort un lingot d'or, demandant si cela couvrirait assez de munitions pour ce pauvre homme. Zhu Ming est tout sourire en voyant ce gros lingot d'or, et s'empresse de lui offrir un tas de boîtes de munitions. Puis elle sort sa carte de visite de son décolleté et lui dit de la contacter pour tous ses besoins en munitions. La stupide idiote prend immédiatement sa carte, et alors qu'il sort de son étalage, il décide de rentrer chez lui. Une fois arrivé, il étale tout le butin qu'il a recueilli dans ce monde apocalyptique. Ne sachant que faire de tout cela, on frappe à la porte, le laissant se démener pour tout cacher. Il ne veut pas passer pour un terroriste. Il s'avère que c'est sa collègue, Su Ruoqing, qui se présente à la porte. Il se dépêche de rassembler les affaires, il lui dit d'attendre dehors pendant qu'il le cache. Après avoir tout mis sous son lit, il ouvre la porte. Il est surpris de la voir et lui demande ce qu'elle fait ici. Elle lui répond qu'elle a préparé trop de nourriture et qu'elle est venue la partager. Taquine, elle lui demande pourquoi il l'a fait attendre si longtemps à l'extérieur. Il admet honnêtement qu'il était juste en train de nettoyer le désordre. Le garçon place la boîte de nourriture dans un réfrigérateur, alors qu'il ne peut s'empêcher de l'admirer. Il se demande si elle pourrait être sa future femme. Il commence à imaginer des scénarios dans lesquels il rentre tard du travail, il la trouve en costume de nuit. Il lui demande un peu d'intimité. Revenant à la réalité, la jeune fille fait remarquer que puisque cette chambre appartient à une vierge, il doit y avoir beaucoup de choses cachées. Le garçon rougit et assure qu'il est innocent et qu'il n'y a rien là. Mais il faut bien avouer que ce qu'il a caché sous son lit est bien plus effrayant que de simples magazines cochons. Soudain, la dame remarque quelque chose de brillant sur le sol, et le garçon est presque en état de choc lorsqu'il le voit. Il se jette impulsivement sur elle, comme un vrai sale type. Il a failli lui tomber dessus, mais il se reprend rapidement et s'excuse, admettant que sa beauté a simplement détourné son cerveau. Étonnamment, elle semble être d'accord avec son attitude, laissant même entendre que cela ne l'aurait pas dérangé s'il avait continué. Elle part en le taquinant sur le fait qu'il est normal qu'un jeune homme soit excité après l'avoir vu. Le garçon est convaincu qu'elle le méprisera pour ses gestes maladroits, mais en sortant, elle avoue qu'elle est heureuse qu'il l'apprécie. Laissé seul, le garçon vierge est complètement déstabilisé à l'idée qu'elle puisse l'aimer en retour. Il se gifle, décidant de mettre ses pensées de côté parce qu'il a des choses plus urgentes à régler. Il sort pour trouver de la nourriture en prévision de son retour dans le monde apocalyptique. Et repère un homme qui vend des pommes de terre excédentaires à un prix avantageux. Son esprit vif décide que les pommes de terre sont plus sûres que les conserves fantaisistes, qui pourraient attirer des ennuis dans ce monde chaotique. S'approchant du vieil homme, il s'enquiert du prix, et celui-ci lui propose une réduction de 20% puisqu'il s'agit d'invendus. Le garçon accepte de les prendre tous, et demande s'ils peuvent être livrés chez lui. Il doute cependant que le vieil homme parvienne à tirer la calèche jusqu'à sa maison. C'est du moins ce que pensait notre idiot, car le vieil homme arrache soudain sa chemise, révélant un physique musclé et déchiré qui laisse le garçon légèrement troublé. Avec la montagne de pommes de terre qui s'empile chez lui, il est débordé. Et je commence à regretter de ne pas avoir fait le calcul avant d'acheter. Ensuite, nous trouvons Zhu Ming. Il se promène sur la place du marché avec ses pommes de terre, réfléchissant à ce qu'il va acheter avec. Il se dirige vers l'atelier d'un forgeron. Le forgeron lui fait signe de venir voir ses armes fabriquées à la main pour combattre les zombies. Curieux, le garçon demande pourquoi quelqu'un utiliserait des armes de mêlée traditionnelles alors qu'il existe des armes à feu de haute technologie. Le vieil homme explique que les armes à feu sont efficaces, mais qu'elles sont bruyantes, qu'elles attirent les zombies, qu'elles nécessitent un entretien fréquent et qu'elles peuvent devenir inutiles en cas de problème. Les meilleurs chasseurs de zombies s'appuient souvent sur des méthodes éprouvées. Le garçon hoche la tête en signe de compréhension, impressionné par le fait qu'il existe d'autres moyens de se protéger lorsqu'il n'a plus de munitions. Le garçon demande alors à combien il vend ses armes, ce à quoi le forgeron répond qu'il n'accepte que de la nourriture en guise de paiement, et qu'il n'accepte que de la bonne nourriture. Le garçon commence à se sentir un peu déprimé, pensant que le forgeron ne s'intéresserait pas à quelque chose d'aussi ordinaire que des pommes de terre. Mais à sa grande surprise, le forgeron s'agite, les yeux brillants à la vue des pommes de terre fines à la peau dorée et à l'odeur étonnante. Le vieil homme ne perd pas de temps et accepte d'échanger son meilleur couteau contre les pommes de terre. Il montre à Zhu Ming le trancheur de zombies,
une épée incrustée de cristaux qui inflige d'importants dégâts aux zombies. C'est son bien le plus précieux. Notre ami est très perplexe, se demandant si une épée aussi fine ne se briserait pas au bout de quelques utilisations. Le forgeron lui assure que l'épée absorbe les cristaux des corps des zombies, et que plus elle en absorbe, plus elle devient forte. En entendant cela, le garçon est ravi. Qui aurait cru qu'un sac de pommes de terre pouvait lui rapporter quelque chose d'aussi précieux? Zhu-Ming vérifie ses statistiques, et décide de dépenser 100 points pour acquérir la maîtrise élémentaire de l'épée. Plus confiant, il quitte le marché animé pour se rendre dans les faubourgs boisés. Dès que des zombies s'approchent de lui, il sort rapidement la trancheuse à zombies qu'il vient d'acquérir. Avec un grand sourire en coin, il donne un coup d'épée, tranchant le cou des zombies aussi facilement que des concombres pour une salade. L'épée se déplace avec précision et grâce. Sa surface reste lisse et froide, même si le sang glisse dessus. L'épée est restée intacte, comme si elle n'avait jamais été utilisée. Zhu-Ming est impressionné par l'efficacité et la durabilité de l'épée. Il ressent une grande excitation en sachant qu'il est bien équipé pour relever les défis de ce monde dangereux. Il récupère rapidement le cristal du monstre qu'il a vaincu. Soudain, il entend un coup de feu et aperçoit une femme en train de tirer sur des zombies à proximité. Elle semble contrariée par le fait que ces zombies de niveau 1 ne laissent pas assez de butin pour qu'elle puisse se réapprovisionner en munitions. Quand un zombie de niveau 2 la charge, elle vise avec impatience son arme, s'attendant à un meilleur butin de la part de cet ennemi plus coriace. Bien qu'il ait reçu un chargeur entier, le zombie à la longue langue n'est pas affecté par le barrage de balles. Elle attrape un autre magazine caché dans son décolleté, mais le monstre se déplace si vite qu'il lui attrape la main avant qu'elle ne puisse recharger son arme. Son magazine tombe au sol, et elle lutte pour libérer sa main de l'emprise du zombie. Peu après, le zombie l'attrape entièrement avec sa langue et commence à baver sur elle. Elle est dégoûtée par la langue visqueuse qui se frotte à sa poitrine. Bien que je sois presque sûr qu'elle pourrait secrètement l'apprécier, qui sait? C'est alors que notre héros se jette à l'eau, la flèche à la main, et tranche la langue du monstre d'un seul coup. Le monstre hurle à l'agonie. Notre héros s'élance à nouveau pour l'achever définitivement, mais le monstre régénère rapidement sa langue, saisit l'épée de Zhu-Ming, et le jette au loin comme un enfant qui perd son bonbon préféré. Même le monstre trouve hilarante la réaction de notre héros lorsqu'il perd son épée. Mais le moment de joie du monstre est écourté lorsqu'il reçoit des balles directes qui lui transpercent le corps. Et le soldat à la gâchette heureuse derrière les tirs est notre héros, bien sûr. Une fois le monstre terrassé, il récupère rapidement le cristal, mais il se souvient alors de la fille, et se précipite vers elle. Il commence à l'appeler, lui demandant si elle va bien. Il est clair qu'elle est loin d'aller bien, car le poison sur son corps est corrosif et nécessite un traitement immédiat. Le garçon trouve immédiatement une rivière. Il la lave et couvre son corps nu avec sa veste. Lorsque la dame se réveille et se rend compte qu'elle n'a pas de vêtements, elle est totalement embarrassée et choquée, ne sachant pas comment elle en est arrivée là. Voir notre héros sans sa chemise lui donne encore plus d'importance. Et elle lance une pierre directement sur le visage de Zhu-Ming. Mais mon homme attrape la pierre et la rassure en lui disant qu'il ne lui a pas tapé sur les joues ou quoi que ce soit d'autre. Il lui explique que son corps était couvert du poison du zombie de niveau 2, et que s'il ne l'avait pas aidé à se laver, elle serait peut-être morte à l'heure qu'il est. La jeune fille est encore plus gênée lorsqu'elle se rend compte que ce type l'a touchée sur tout le corps pendant l'opération. Il essaie de lui assurer qu'il ne l'a touchée qu'à partir de la taille, mais elle ne se sent toujours pas plus à l'aise. Pour détendre l'atmosphère, le garçon sort de délicieuses pommes de terre et lui dit qu'elle peut les prendre en guise de compensation. La dame est déconcertée, mais elle se plonge dans les pommes de terre, savourant chaque bouchée. Même si elle mange une pomme de terre crue, tout va bien. Le garçon suggère ensuite d'ajouter de la sauce Laogandai pour plus de saveur. La dame fait remarquer que cette sauce n'existe pas ici, et qu'elle a toujours voulu l'essayer, mais qu'elle est ridiculement chère. Pour l'instant, elle étale avidement la sauce sur les pommes de terre et prend des bouchées. Le trouver délicieux à chaque bouchée. On dirait que ce type s'est trouvé un nouveau job d'appoint. Vendre des épices pour se faire un peu plus d'argent. La fille intervient et demande à notre héros s'il peut lui vendre le reste de la sauce Laogandi. Le garçon est d'abord un peu surpris, puis il tend la bouteille entière en disant qu'il serait heureux de la vendre. La dame est stupéfaite de recevoir toute la bouteille gratuitement. Elle commence à se méfier, car un de ses bébés peut facilement se vendre 10 pièces d'or sur le marché. Pourtant, ce type ne fait que le donner. Cela la rend curieuse de savoir qui il est vraiment. Ensuite, le garçon lui demande si elle veut plus de ces bonnes choses à l'avenir. La jeune fille acquiesce avec empressement, disant qu'elle aimerait bien, mais que son portefeuille ne déborde pas vraiment d'argent en ce moment. Le garçon s'empresse alors de dire qu'elle pourrait échanger d'autres choses, comme son corps. La jeune fille rougit et le repousse. Elle se met sur la défensive, disant qu'elle ne se vend pas pour de la nourriture et de l'argent. Le garçon s'empresse de préciser qu'il ne voulait pas dire cela,
expliquant qu'il veut l'embaucher. Il lui promet qu'elle travaillera pour lui et qu'en retour, il la nourrira et lui fournira tout le matériel dont elle a besoin pour survivre. La dame recommence à l'étrangler et lui demande pourquoi il ne l'a pas mentionné plus tôt. Elle accepte alors ses conditions, mais insiste sur le fait qu'elle ne travaille plus que pour lui, et qu'elle ne fera plus rien d'autre qu'il pourrait imaginer sous ses ordres. L'homme se met immédiatement à rêvasser. Il l'imagine dans un costume de lapin, et la fille lui dit de penser à elle comme à un zombie, et l'exhorte à lui tirer dessus avec son pistolet. Quel que soit le pistolet, vous avez compris l'idée. Le voir baver, la fille commence à l'étrangler en plaisantant, et il s'excuse rapidement pour son imagination déréglée. Ils se mettent au travail, et Zhu-Ming révèle que près du palais du marché, il y a surtout des zombies de bas niveau. La jeune fille explique qu'il y a en fait 9 niveaux de zombies, et qu'il y a une recrudescence des zombies de niveau 3 dans la région. Le garçon a l'air confus et demande comment il peut y avoir 9 types alors qu'il a entendu dire qu'il n'y avait que 8 niveaux. La dame précise que le 9e niveau est considéré comme spécial, car ces zombies peuvent avoir une force très variable, allant de faible comme un niveau 1 à assez fort pour contrôler des zombies de niveau 8. Alors qu'il marche, notre héros sent un type qui empeste la mort, ce qui lui donne presque des hauts le cœur. La dame fait remarquer qu'il est difficile de trouver de l'eau, et qu'il est donc normal que les gens ne se douchent pas pendant des semaines, voire 2. Le garçon la taquine alors en lui demandant si elle aussi ne s'est pas douchée pendant une semaine ou 2. La dame rougit et nie rapidement, insistant sur le fait qu'elle se rend souvent à la rivière pour se nettoyer. Soudain, une jeune fille à lunettes apparaît, appelant la tête orange, Xunuo. La tête blanche lui demande avec charme pourquoi elle est en retard. Xunuo se précipite vers son ami, lui demandant si le gang des loups affamés n'est pas venu les attaquer aujourd'hui, ce à quoi la jeune fille aux cheveux blancs répond « Ils n'ont plus rien de valable ici de toute façon ». Soudain, la fille aux lunettes a l'air étourdie. Il manque de s'évanouir et s'effondre brusquement. Notre héros se précipite pour la rattraper, lui demandant si elle va bien, et elle répond simplement qu'elle a faim. En entendant cela, le garçon sort la pomme de terre, et la fille aux lunettes se réjouit à la vue de ce délice. En creusant dans la pomme de terre, notre héros demande qui elle est. Xunuo explique alors qu'il s'agit de sa voisine. C'est amusant de voir que tout le monde ici semble manger des pommes de terre crues. La fille se présente comme Wen Wen, la programmeuse, et pour certains d'entre nous, elle est aussi un potentiel booba waifu. Quoi qu'il en soit, Xunuo révèle qu'il n'y a plus d'internet dans ce monde, ce qui rend toutes ses compétences en programmation inutiles. En entendant cela, Wen Wen sent un frisson lui parcourir l'échine et acquiesce, disant que peu importe ses compétences, il ne vaudrait probablement même pas une seule pelure de pommes de terre dans cet endroit. Mais Zhu-Ming l'encourage à continuer à programmer, car il est intéressé et pourrait même acheter son travail. Il lui promet de la dédommager pour ses efforts. Dans son esprit, il nous explique que cette époque est technologiquement plus avancée que la sienne. Il est donc convaincu qu'il y a ici des gens talentueux qui peuvent l'aider à créer une autre entreprise. La jeune fille nous montre ensuite sa clé USB, expliquant qu'elle contient toutes les données qu'elle a collectées au fil des ans pour son programme, l'encyclopédie de la fin du monde. Elle y trouve des détails sur les monstres, la géographie, les problèmes, les ressources, et peut même effectuer des analyses de données. L'homme est choqué d'entendre parler d'une telle utilité dans un lecteur de stylo. Mais la jeune fille soupire et admet qu'il ne s'agit que d'un produit semi-fini. Elle a besoin de plus de temps et de main-d'œuvre pour terminer la version complète, ce qui semble impossible sans aide. Elle convient avec son ami que ses efforts risquent d'être vains et envisage de devenir chasseuse de cadavres. Cependant, le garçon lui promet nourriture et sécurité à condition qu'elle trouve quelqu'un pour l'aider dans son projet et qu'elle le termine à temps. La jeune fille s'enthousiasme et accepte immédiatement en disant qu'elle connaît des programmeurs. Tant que notre garçon fournira de la nourriture, tous les résultats de la recherche lui appartiendront. Après avoir conclu l'affaire, ils commencent à sympathiser, laissant Xunuo faire une moue mignonne sur le côté, jalouse. Elle murmure qu'avec toute cette nourriture, elle pourrait facilement recruter l'aide d'un clan de chasseurs. En entendant cela, le garçon se tourne vers elle avec enthousiasme et lui dit que c'est exactement ce qu'il pense. S'ils parviennent à rassembler suffisamment de personnes, tout le monde recevra de la nourriture et un équipement complet, et il promet de faire d'elle le chef. Cette chercheuse d'or se réjouit de cette offre juteuse, sa jalousie frustrée se transformant en un sourire heureux. Elle se jette sur notre héros. Elle le serre si fort que ses seins s'écrasent contre sa poitrine. Puis elle s'en va, promettant de revenir bientôt avec un équipage. Près d'une demi-heure plus tard, elle revient avec un groupe de personnes. Zhu-Ming ne semble pas entièrement satisfait du petit groupe. Mais la jeune fille se gonfle la poitrine avec fierté, ce qu'elle ne devrait pas faire étant donné qu'elle est une fille, et déclare qu'ils sont tous très compétents. En les nourrissant correctement, ils ne feront que s'améliorer. Le garçon se présente comme quelqu'un qui vient d'un endroit lointain et qui ne ment jamais. Il explique que si tout le monde l'aide, ils seront nourris,
et que plus ils travailleront, plus ils auront de nourriture. C'est aussi simple que cela. Pendant ce temps, à l'arrière-plan, deux personnes chuchotent l'une à l'autre, complotant pour prendre la nourriture et s'enfuir à la première occasion, afin d'éviter les attaques de zombies. À ce moment-là, une balle passe au-dessus de leur tête et frappe un tronc d'arbre derrière eux. Notre héros fait comprendre à ces gens terrifiés qu'il ne tolérera aucun plan louche. Pendant ce temps, les autres sont ravis de voir les pommes de terre, croyant que leur période de famine est enfin terminée. Ensuite, le garçon décide d'acheter du matériel. Peu après, nous tombons sur un couple de zombies amoureux dans les bois, qui sont rapidement anéantis par les balles des membres du groupe de notre héros. Le garçon les réprimande pour avoir gaspillé des balles, les incitant à viser la tête la prochaine fois. Soudain, un homme agacé, ressemblant à un cochon, surgit des bois et demande avec arrogance qui ose tirer sur le territoire de son clan de loups affamés. Reconnaissant la rousse, il se met encore plus en colère, l'avertissant qu'elle doit s'enfuir sous peine de mort. La dame se contente de sourire et ses partisans s'empressent de pointer leurs gros fusils sur l'homme à l'allure de cochon. D'autres ennemis entrent en scène, traitant notre héros de stupide et exigeant qu'il remette ses armes s'il tient à sa vie. Mais notre homme a son propre culot. Il fait remarquer qu'il est impoli de pointer un pistolet en parlant. Sur ces mots, il dégaine son épée et taillade la main de l'arrogant. Le sang coule alors qu'il se tord de douleur sur le sol, joue à l'air d'un fou absolu avec son épée et ses laquais derrière lui ressemblent à des bêtes sauvages prêtes à commander. Le type à la main coupée nous avertit que notre héros a choisi de se battre avec le gang des loups affamés. Il se vante que leur chef est assez fort pour vaincre des zombies mutants et qu'il va se débarrasser de tout le monde ici. Les chats effrayés décident de s'enfuir pour faire leur rapport à leur patron. Mais mon gars dit à l'arrogant de s'accrocher. L'homme autrefois arrogant tremble aux paroles de notre héros, et Jou fait craquer ses doigts avec empressement. Après les avoir battus, il les dépouille de tout, même leurs vêtements. Le garçon leur dit de déguerpir et les avertit de ne plus jamais s'en prendre aux faibles, sous peine d'être à nouveau battus. Ensuite, nous nous rendons au siège du clan des loups affamés. Le même laquais rapporte à son chef qu'un type a non seulement enfreint la loi, mais qu'il s'est aussi rendu coupable d'une grave injustice à l'égard du clan en traitant le chef et tout le clan de bande de perdants. En entendant cela, le chef se lève, furieux, et promet de se venger de notre héros pour avoir déshonoré le clan. Mais il se retourne ensuite contre le laquais, le traitant d'inutile pour être revenu nu et effrayé. Eh bien, vous pouvez deviner ce qui se passe ensuite. Le pauvre laquais finit par être tué par son propre chef. De retour à notre fête, ils organisent une fête de la bière. Zhu-Ming est ravi qu'ils aient rassemblé autant de butin grâce au travail acharné de chacun. Il leur dit de manger et de s'amuser. Tout le monde applaudit, lève son verre et porte un toast. Pendant ce temps, les deux hommes décident de se coucher, car il est tard. Le lendemain matin arrive, et notre garçon se réveille épuisé. La fatigue lui fait mal aux mains, et il se rend compte qu'il a trop bu hier soir. Il n'est pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé. Soudain, il remarque que la main de quelqu'un se pose sur son corps. Lorsqu'il se retourne pour regarder, il voit la dame qui dort juste à côté de lui. Elle se réveille, mentionnant qu'elle n'a pas bu autant depuis longtemps. En la voyant sans son haut, le mec commence à rougir. Lorsque la dame l'aperçoit, elle s'inquiète et commence immédiatement à l'étrangler, exigeant de savoir ce qu'il a fait la nuit dernière. Le pauvre homme lui fait remarquer qu'il ne se souvient pas non plus, parce qu'il était ivre. À ce moment-là, la jeune programmatrice apparaît dans la tente avec l'agréable nouvelle qu'elle a terminé ses recherches. Lorsqu'ils aperçoivent tous deux la dame, ils se figent d'embarras. La jeune fille aux cheveux blancs se demande si elle n'est pas arrivée au mauvais moment, mais les deux hommes lui assurent frénétiquement qu'ils ne faisaient absolument rien de tel. La fille aux lunettes sourit, disant qu'elle sait déjà qu'ils étaient tellement ivres hier soir qu'elle les a simplement mis ensemble. Xunuo leur demande pourquoi elle est allongée nue, ce à quoi Wenwen répond qu'il vomissait tellement qu'elle a dû les déshabiller. Xunuo s'amuse à pincer la joue de Wenwen, la taquinant parce qu'elle n'a même pas mis son soutien-gorge. Néanmoins, Wenwen se réjouit à nouveau et présente la clé USB qui contient tout. Elle leur assure que même un mannequin peut utiliser cette chose. Le garçon est un peu effrayé par son commentaire et demande si elle insinue qu'il est un mannequin, lui faire savoir qu'il comprend aussi la programmation. Retour au bureau dans le monde original, nous voyons notre héros agacé par cette patronne blonde qui lui aboie des ordres une fois de plus. L'accablé de travail et le menacer de déduction salariale s'il ne respecte pas les délais. Soudain, Miss Booba de l'année arrive et lance ses melons sur la tête de l'idiot. Elle propose à notre héros de lui donner un coup de main si la charge de travail devient trop lourde. Le garçon rougit après avoir senti ses melons et insiste sur le fait qu'il peut se débrouiller tout seul. Il sort fièrement la clé USB, et lorsqu'il l'utilise, un tas d'absurdités numériques commencent à apparaître. Notre héros découvre qu'il peut utiliser ce programme pour pirater les ordinateurs d'autres personnes. En jetant un coup d'œil, il surprend Baldy McShine en train de regarder des vidéos plutôt épicées.
Il aperçoit également sa patronne blonde en train de travailler avec des entreprises concurrentes. Se sentant audacieux, il décide de dévoiler tous les secrets de ce personnage louche. Près de 2 heures plus tard, la patronne blonde entre à nouveau et s'enquiert de leur progrès. Les pauvres stagiaires sont complètement épuisés et se plaignent d'être surchargés de travail et sous-payés. C'est alors que notre héros intervient et dénonce la collaboration de la patronne blonde avec l'entreprise rivale. Il révèle les preuves de manière spectaculaire en faisant exploser tous les documents pour que tout le monde puisse les voir. Dès qu'ils aperçoivent les papiers, les stagiaires sont furieux. Ils réalisent que la blonde leur fait développer des projets personnels issus de l'entreprise concurrente. Mais le blond reste arrogant, rappelant à tout le monde qu'ils ne sont qu'une bande de stagiaires de merde qui ne peuvent rien contre lui. C'est alors que le directeur entre et demande au blond ce qu'il vient de dire. La blonde arrogante se transforme en chat effrayé et désespéré, essayant d'expliquer que ce n'est pas ce que l'on croit. Mais le directeur n'en veut pas et dit au stagiaire qu'il s'occupera personnellement de l'affaire. Pourtant, notre héros fait savoir qu'il ne travaillera plus pour cette entreprise, car il y a trop de taupes. Il fait ses adieux au directeur, et les autres le rejoignent, comprenant qu'il n'y a aucun intérêt à rester dans une entreprise où ils sont broyés jusqu'à l'os pour des clopinettes. L'instant d'après, tout le bureau est vide, avec seulement le bruit subtil du vent. Le réalisateur accuse la blonde d'être à l'origine de tout ce gâchis, il lui annonce qu'il est licencié sur le champ. Une fois dehors, notre héros s'excuse en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que tout le monde quitte le navire en même temps que lui. Ils expliquent qu'ils en avaient déjà assez de cet abruti de Blondinet et de ses frasques, mais aujourd'hui, ils s'inquiètent de trouver un nouvel emploi et de survivre en attendant. Le garçon leur assure qu'il a de l'argent de côté et qu'il envisage même de créer sa propre entreprise. Il leur demande leurs coordonnées et leur promet que s'ils ont besoin d'aide, ils pourront toujours s'adresser à lui. Les anciens internes sont ravis de cette nouvelle. Le jour suivant se lève et nous sommes de retour dans le monde post-apocalyptique. Notre héros, fatigué de vendre et de revendre des produits, décide qu'il est temps de créer sa propre entreprise. Soudain, ses 2 camarades se précipitent avec de mauvaises nouvelles. Suno est en danger. Ils expliquent qu'après avoir offensé le clan des loups affamés la dernière fois, des bandits les ont attaqués, alors que Xunuo était parti acheter des provisions. Pour protéger tout le monde, Xunuo les a emmenés dans la forêt pour distraire les attaquants. Le garçon saute sur son vélo et demande à ses camarades de retourner à la base et d'appeler des renforts pendant qu'il va sauver Xunuo. Il fait tourner le moteur et s'élance pour la sauver. Pendant ce temps, Xunuo fait rouler sa Jeep à toute allure, avec les voyous à ses trousses sur leur moto. Ils finissent par lui couper la route, lui barrant le chemin. Un homme arrogant lui demande d'arrêter si elle tient à sa vie, tandis qu'un autre ordonne à ses amis de la capturer et de l'amener à leur patron. La terreur s'empare des visages des laquais. Une explosion soudaine secoue la région et sème la panique. Avant qu'il ne puisse réagir, un ours en peluche atterrit juste à côté du visage d'un des laquais. La silhouette qui se tient là révèle de manière terrifiante qu'il ne s'agit pas d'un ours en peluche. Mais avant qu'il ne réagisse, l'ours en peluche explose, brisant la tête du laquais en morceaux. Étonnamment, ce n'est pas notre héros qui est à l'origine de cet acte brutal, mais une jolie fille. Son expression mignonne se transforme rapidement en celle d'une femme folle lorsqu'elle dégoupille une autre grenade, et le lance en direction des voyous terrifiés, les anéantissant en un instant. La jeune fille sauve le moment de la destruction. Sunuo la reconnaît et l'appelle Tina. Tina se précipite vers Sunuo et l'enlace fermement. Ils expriment tous deux leur soulagement de se revoir après une si longue période. Sunuo est reconnaissante à Tina d'être arrivée juste à temps, évitant ainsi ce qui aurait pu être une catastrophe pour elle. Alors que les 2 femmes partagent la chaleur de leur sororité, un personnage louche se cache dans l'ombre. Il s'agit du chef du gang des loups affamés. Heureusement, le laquais brûlé supplie son patron de le sauver, mais son plaidoyer est interrompu lorsque son patron fracasse le crâne de son camarade pour le faire taire. Se tournant vers la jeune fille, le chef de bande lui demande si elle s'est réveillée et l'invite à rejoindre le gang des loups affamés, lui promettant de la nourriture et des boissons à volonté. Avec un sourire charmeur, la jeune fille acquiesce, faisant semblant d'être intéressée, mais elle les surprend en lançant des grenades. Explosion de la zone. Cependant, le monstrueux chef de gang émerge du feu, apparemment imperturbable, prêt à frapper la jeune fille. Pendant ce temps, notre héros traverse les bois à toute vitesse pour rejoindre Xunuo. Il sent une odeur de brûlé et s'arrête brusquement. Son visage devient pâle. Il voit alors le chef du clan des loups, affamé, qui vient de démolir les 2 filles. Su est absolument livide à cette vue, tandis que ce chef de clan arrogant exaspère notre héros en lui montrant le majeur. Le garçon ne perd pas de temps et fonce sur l'homme, le poing prêt. Un coup de poing solide au visage de l'homme. L'impact l'envoie s'écraser contre un arbre voisin, qui se divise en 2 morceaux. Après s'être débarrassé du gorille, le garçon se précipite vers la jeune fille blessée et lui demande si elle va bien. La jeune fille réussit à esquisser un léger sourire, disant qu'elle a été battue 2 fois aujourd'hui
et qu'elle ne se sent pas très bien. Pendant ce temps, le gorille se remet rapidement sur pied. Il se débarrasse de sa robe et se prépare à affronter notre héros. Il voit le gorille qui lui fonce dessus. Le garçon s'arc-boute, prêt à absorber l'impact. Lorsque le chef du gang des loups donne un coup de poing, notre homme se fait exploser en arrière et il est projeté au loin. Il est clair que ce type n'est pas une personne ordinaire, et cette fois, Zhu décide de ne pas se retenir non plus. C'est à contre-cœur qu'il récupère ses points de compétences durement gagnés, un peu déçu de les avoir mis de côté pour réaliser son rêve de créer une entreprise. Mais bon, pas le temps de s'appesantir. Une fois les points dépensés et l'échange effectué, il ressent une poussée de force dans tout son corps, comme s'il venait de monter en niveau dans un jeu vidéo. Lorsque le chef de clan donne un autre de ces coups de poing qui font trembler la terre, notre héros la bloque négligemment avec ses mains. Avec un sourire en coin, il saisit le bras de l'homme, le balance en l'air, il le frappe de plein fouet, créant une explosion massive qui fait vaciller l'arrogant, qui crache du sang. Le chef de clan tente une nouvelle fois d'utiliser ses pouvoirs explosifs, mais mon gars ne lui laisse pas de répit. Soudain, les mains du chef de clan se transforment en griffes noueuses, et il charge comme une bête sauvage. Alors que le garçon est au sol, il observe avec stupéfaction la transformation de l'homme. Il se transforme en loup sauvage sous ses yeux. Le loup lui fait comprendre que notre garçon est peut-être fort, mais qu'il n'a rien à envier à un loup éveillé. On dirait que Zhu Ming ne savait pas ce qu'était une personne éveillée jusqu'à présent. Le monstre révèle que seules quelques personnes, après avoir absorbé une certaine quantité de cristaux de zombies, peuvent acquérir suffisamment de pouvoir pour surpasser les humains. Il charge notre héros et lui tailla de la poitrine sans effort. Tandis que le garçon essaie de comprendre ce fantasme, le loup s'élance à nouveau sur lui. Gu regarde les filles et se rend compte que s'il continue à se battre, elles risquent d'être prises entre deux feux. Il se moque donc du loup, le traite de joli chien et le met au défi de le poursuivre. Zhu promet de lui donner un os à ronger s'il parvient à l'attraper. Le loup rugit de colère face à cette insulte. Notre héros s'enfuit, entraînant le monstre dans les bois où il peut se battre seul. Le monstre lui dit d'arrêter de se cacher et de courir, mais Zhu saute de son arbre, sa lame à la main. Le loup se retourne immédiatement à la vitesse de l'éclair. Il coince Zhu contre l'arbre. Le loup se vante de ses sens rapides comme l'éclair, affirmant que personne ne peut lui tendre d'embuscade. Mais Zhu n'avait pas l'intention de tendre une embuscade à ce loup à la tête épaisse. Il gonfle simplement ses joues et souffle une haleine fétide en plein visage du loup. L'odorat du loup est trahi par la mauvaise haleine de Zhu. Zhu se rend compte que personne, surtout un loup à l'odorat très développé, ne peut résister à la puanteur de boulettes farcies de ciboulettes, d'œufs et d'ail. Le monstre s'énerve et balance son bras mortel sur notre héros. Mais Zhu saisit son épée et tranche la main du monstre sans effort, et le coupe en plusieurs morceaux comme s'il s'agissait d'un simple concombre. Une fois le monstre mort, son regard est attiré par quelque chose de brillant près de la poitrine, qui ressemble à un cristal arc-en-ciel. Zhu le ramasse immédiatement et absorbe le cristal. Une fenêtre système apparaît, annonçant que l'hôte a absorbé un cristal spécial. Le système monte en niveau et confère à Zhu la compétence « Seigneur des zombies ». Cette compétence lui permet de ressusciter, de réparer et de contrôler les créatures de type zombie qui ont perdu leur cristal de cadavre. Il semblerait que notre héros ait trouvé quelque chose d'utile. Il est ravi de pouvoir commander les zombies vaincus. Et voilà qu'une nouvelle mission apparaît. Construire un abri pour au moins 100 personnes en l'espace d'un mois. Et pour ce qui est de la récompense, il s'agit d'une somme juteuse de 3000 points. Mais le hic, c'est que s'il échoue, c'est la mort pour notre héros. Le gars est en train de paniquer à cause des enjeux, mais il s'en débarrasse et décide de faire avec. Une bonne partie de la journée s'est écoulée, et nous sommes de retour au camp de base. Il y a cette nouvelle nana, Tina, qui se présente à notre héros. Il s'avère qu'elle a sauvé sa sœur Xunuo il y a 3 ans, et qu'elle est maintenant une chasseuse de zombies en solo. Le garçon est étonné qu'une si jeune fille puisse chasser les zombies toute seule. Xunuo informe alors notre héroïne qu'elle est éveillée et qu'on attend beaucoup d'elle. Le garçon est toujours curieux de savoir ce qu'elle éveille. Tina le met au courant. Certains humains, après avoir été infectés par ces zombies, ne se transforment pas eux-mêmes en zombies. Au lieu de cela, ils forment ces cristaux colorés dans leur tête. S'ils obtiennent un cristal de cadavre spécial, il peut leur conférer des pouvoirs insensés. C'est ce qu'on appelle être éveillé. Le truc de Tina, c'est de transformer des trucs en explosifs. Et elle le prouve en faisant exploser un verre à l'instant même. Notre garçon en reste bouche bée, car les gens éveillés lui paraissent presque invincibles. Mais Xunuo le met au pied du mur en lui disant que ce n'est pas si simple. Les éveillés sont aussi hiérarchisés, comme les zombies, et ils ont 9 niveaux au total. Tina est probablement de niveau 3, et le type que notre héros a vaincu était probablement de niveau 4. Tina jure sa loyauté à notre héros pour toujours, impressionné par la façon dont il a vaincu le chef du clan des loups sans effort.
Le garçon sourit de bonheur et promet à Tina une vie entière de repas. Plus tard, notre héros affronte les anciens laquais du chef du clan du loup. Ils expliquent qu'ils n'étaient que des fermiers de la ferme Darkmoon, dont les terres avaient été volées par le chef des loups, et que maintenant qu'il est parti, ils sont reconnaissants à notre héros de les avoir libérés. Le garçon balaie leurs éloges, mais leur suggère de retourner cultiver les terres qu'ils ont récupérées. Cependant, les fermiers font remarquer que les terres sont toujours occupées par les laquais du chef des loups. Ils insistent donc pour rester chez notre héros et promettent de travailler dur tant qu'ils auront assez de nourriture. Après réflexion, notre héros décide de les laisser rester, considérant qu'il s'agit d'un pas vers la construction de sa base. Mais ces deux femmes pleines de fougue sont bien décidées à leur donner une leçon. Plus tard, nous nous retrouvons à la ferme Darkmoon, où tout le monde se bat pour devenir le chef du gang. Notre héros intervient, demandant si le plus fort est censé diriger, alors il est heureux de prendre les choses en main. Il se jette à l'eau et se met immédiatement au travail, et fait tomber les deux prétendants. Tina se joint également à la mêlée. Elle fait exploser tout l'endroit avec ses bombes. Les autres fermiers s'énervent à leur tour et décident de venger leurs camarades tombés au champ d'honneur. 30 minutes plus tard, ces combattants autrefois enthousiastes sont tous étendus sur le sol, vaincus. Notre garçon rassure alors les fermiers en leur disant que la terre leur appartient de nouveau à juste titre. Mais les premiers fermiers restent préoccupés par les futures invasions. Ils proposent à notre héros de prendre la tête de la ferme Darkmoon pour assurer leur sécurité. Sans hésiter, notre homme les déclare tous ses frères, leur promettant nourriture, unité et défense contre toute menace. Tout le monde se rallie à lui, prêt à faire face à tout ce qui se présentera. À ce moment-là, un message du système apparaît, avertissant notre héros qu'il n'a pas les droits suffisants pour gérer le refuge. Le système révèle les statistiques de la ferme Darkmoon, une population de 43 habitants, une faible production de nourriture et d'eau, des niveaux de défense et d'attaque faibles, ainsi que d'autres mesures cruciales qui mettent en évidence la nécessité d'une amélioration. Notre homme commence donc à avoir des sueurs froides, lorsqu'il se rend compte qu'il est totalement dépendant de ses récoltes de cristaux et de l'or pour améliorer la situation. Alors qu'il est sur le point de perdre pied, un autre vient lui annoncer une bonne nouvelle. Il a trouvé la cachette d'or et de cristaux du gang des loups affamés. Elle procède à l'ouverture du coffre, tandis que sa propre poitrine est totalement exposée, prête à être percée. Pendant ce temps, notre héros essaie de rester concentré sur le trésor, mais il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif au cul de Wen-Wen. À l'intérieur de la boîte au trésor, il touche le jackpot avec des tonnes d'or et de cristaux brillants. Ils sourient tous les deux d'une oreille à l'autre. C'est alors que Wen-Wen lâche la bombe. Malgré leur nouvelle richesse, leur base manque cruellement de main-d'œuvre. Si une force plus puissante avant de cet endroit, le défendre pourrait être un cauchemar. Le garçon a donc une idée folle. Il rassemble tous ces gens tombés au champ d'honneur, et, avec l'aide de son système, il commence à les rappeler. Lorsque cette étrange énergie bleue touche le sol, bam! Ces types commencent à s'élever comme si de rien n'était. Tina panique à l'idée de voir ce spectacle de renaissance de morts vivants. Et Junuo est prêt à les réduire en miettes, mais notre héros intervient rapidement. Il explique qu'il ne s'agit pas de zombies habituels, mais de cadavres sans âme qu'il a personnellement ressuscités. La dame est toujours sceptique, mais le garçon donne une hache à l'un de ces hommes ressuscités, prouvant ainsi qu'il a un pouvoir spécial pour contrôler ces morts vivants. Ces zombies commencent donc à couper du bois, et l'un d'entre eux coupe accidentellement la tête d'un autre zombie au cours du processus. En voyant ce spectacle de monstres, notre héros est totalement effrayé. La dame n'est pas sûre que ces morts vivants puissent vraiment travailler. C'est alors que notre technicienne, Gal, a décidé de se lancer dans l'aventure. Il intervient avec un appareil de manipulation des ondes cérébrales. Le visage de Ju s'illumine comme celui d'un enfant à Noël. Et la dame explique comment cela fonctionne. Une puce dans l'oreillette, l'autre dans le cerveau du zombie, et boum, le zombie est dans le bébé de contrôle. Il essaie de le tester en attrapant quelque chose à proximité, qui se trouve être le postérieur de Xunuo. Cela ne se passe pas très bien. Elle donne un coup de pied au zombie pour son comportement déplacé. On dirait que notre héros a ressenti le même coup de pied brutal que le zombie, mais cela a fait germer une autre idée dans son esprit. Il réunit tout le monde pour présenter son plan. Les deux femmes ont d'abord l'air confuses, mais très vite, on les voit abattre sans effort des zombies à droite et à gauche. Ju filme toute la scène avec sa caméra, et lorsque la jeune fille lui demande ce qu'il va en faire, il lui répond simplement qu'elle le saura bien assez tôt. Pendant ce temps, notre homme est de retour sur Terre pour monter les séquences, ajouter des transitions sympas et faire des retouches avec After Effects. Il télécharge ensuite la vidéo finie sur YouTube. Il s'installe à son ordinateur, frottant ses yeux groggy en allumant son MacBook. En vérifiant la vidéo, il est stupéfait de voir qu'elle a été visionnée un grand nombre de fois. Les commentaires affluent, tout le monde essaie de participer à l'accès à la version bêta.
Même les dirigeants de grandes entreprises sont intrigués par cet aperçu du jeu. Wang Xiaoju, président de Future Technology Co. Well2Dit demande à son équipe d'inonder la section des commentaires de demande d'accès à la bêta fermée. Elle est convaincue que ce jeu pourrait changer la donne pour son entreprise, s'il est à la hauteur de l'engouement qu'il suscite. Même Joey, un officier spécial à la retraite, est accro au jeu, surtout après avoir vu le réalisme des armes à feu et des véhicules. Les personnes qui ont eu la chance d'accéder à la version bêta reçoivent un mystérieux colis. L'un des bénéficiaires est un YouTuber, enthousiaste à l'idée de retransmettre son expérience en direct. Le colis qu'elle reçoit contient le même dispositif de manipulation des ondes cérébrales que celui inventé à l'époque. Elle s'empresse d'installer son flux, prête à montrer la première expérience de ce jeu à son public. Retour à la ferme, la fille YouTuber apparaît dans un monde apocalyptique. Elle ressemble exactement à ce qu'elle est dans la vraie vie. Notre héros a rassemblé près de 50 personnes de son monde dans ce jeu. Même Sunuo est curieux du changement soudain des visages des cadavres. Elle lui demande s'il prépare quelque chose de louche en coulisses, ce à quoi il la rassure. Observez et vous verrez. Notre héros utilise en effet ces zombies comme des vaisseaux, et ce monde comme une simulation holographique en ligne pour attirer les joueurs. Il a recueilli les candidatures, qualifié les profils des joueurs et utilisé sa capacité à transformer les visages des zombies en ceux des joueurs. Lady Wenwen déclare que tout fonctionne parfaitement, mais elle est curieuse de savoir comment il a trouvé 50 personnes prêtes à porter les dispositifs de manipulation du cerveau. Notre héros, cachant sa nervosité, lui dit avec confiance de faire avancer les choses. Malgré son inquiétude, la dame procède au lancement du contrôleur d'ondes cérébrales, et les mannequins qui se tenaient debout sans vie commençaient immédiatement à bouger. Les joueurs, qui habitent maintenant les corps des zombies, sont stupéfaits de voir à quel point tout semble réel. Ils commencent à explorer le monde apocalyptique, interagissant les uns avec les autres dans l'environnement, totalement inconscients de la véritable nature de leur expérience. Lady Sunuo n'arrive pas à croire que ces zombies ont été ressuscités. Pendant ce temps, la fille du YouTuber serre fort la pauvre Lady Sunuo, qu'elle a reconnue dans une vidéo promotionnelle. Elle est stupéfaite de voir à quel point tout est réaliste, même le toucher. Comme on pouvait s'y attendre, notre fille gifle rapidement le YouTuber, ce qui ravit étrangement la dame à la tête violette, car elle peut ressentir la douleur de manière très réaliste. Tout cela ressemble à un voyage dans le temps. Les autres joueurs sont également époustouflés par l'expérience. Même la dirigeante de l'entreprise, Wang Xiaoju, a trouvé sa place dans le jeu. Et ce soldat à la retraite? Il admet que tout semble réel, même si son corps est un peu raide. C'est alors que notre héros, Zhu Ming, tousse de façon spectaculaire, attirant ainsi l'attention de tous. Il leur souhaite la bienvenue au Darkroom Refuge et se présente comme son chef. Il invite chacun à se préparer à la nouvelle vie qui l'attend. Tout d'abord, il fixe quelques règles de base. La plus sérieuse est que la mort dans ce jeu signifie que votre compte est immédiatement effacé. Si vous voulez continuer à jouer, vous devrez recommencer avec un nouveau personnage. La YouTuber Eggplant reprend la parole, s'émerveillant du réalisme des PNJ. Elle se rapproche de notre héros d'une manière inconfortable. Elle cache une dague dans son dos. Mais avant qu'elle ne puisse frapper Zhu avec sa dague, une balle lui transperce la tête, ce qui l'élimine instantanément du jeu. Après l'avoir abattu, il s'adresse à tout le monde et leur demande s'ils comprennent maintenant pourquoi il a insisté sur l'importance de ne pas mourir. Tout le monde se sent mal à l'aise, quand soudain l'ennuyeuse dame aux aubergines revient à la vie, apparemment heureuse, et mentionne à quel point le sentiment de mourir était réaliste. Notre héros explique ensuite la deuxième règle, que les PNJ sont différents des joueurs et qu'il est interdit de blesser ou de tuer des PNJ dans le camp de refuge. Les contrevenants seront immédiatement disqualifiés. Il révèle que les joueurs peuvent distinguer les PNJ des joueurs à l'aide de la commande « Observer ». Le soldat retraité Joey prend la parole et demande si les règles s'appliquent en dehors du camp de réfugiés. Le héros répond par la négative, affirmant que le jeu offre une grande liberté. En théorie, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, à condition d'avoir la force et l'équipement nécessaires. La présidente directrice générale soulève un point valable, en se demandant comment ils vont développer leur force et rassembler leur équipement dans un jeu aussi réaliste. Elle se demande s'il ne serait pas étrange de tout faire exploser comme dans les autres jeux. Le garçon explique qu'en tuant des zombies, ils obtiennent un butin appelé cristaux de cadavres. Ces objets peuvent être échangés contre des attributs et de l'équipement. L'accomplissement de tâches par les PNJ dans l'abri peut également améliorer la réputation de l'abri, qui peut être échangé contre des matériaux et de l'équipement. Il demande à chacun d'invoquer mentalement ses statistiques, et détaille en disant « système ». Avec un coup de feu enthousiaste, il exhorte tout le monde à partir à l'aventure et à s'amuser. Alors que tout le monde s'aventure dans la forêt, on aperçoit deux fans de la youtubeuse Aubergine en train de la taquiner et de la féliciter pour son assurance.
Elle déclare qu'elle n'effectuera aucune tâche fastidieuse dans les abris, préférant monter en niveau en tuant des monstres. Lorsque de vrais zombies apparaissent, elle brandit son poignard avec assurance, prônant son courage et sa détermination. Mais sa bravade est de courte durée car elle est rapidement maîtrisée et retourne au refuge de Darkmoon. La dame s'approche timidement de notre héros et lui demande s'il y a des tâches qui n'impliquent pas de combat. Avec une pointe de fierté, il énumère toutes les tâches non combattantes disponibles au refuge. L'agriculture, la collecte de céréales, la construction de maisons et bien d'autres choses encore, toutes gratuites. La dame choisit à contre-cœur de commencer par labourer la terre. Mon homme fait un geste fier en direction du champ où des gens travaillent sous un soleil brûlant. Mais son attention est rapidement attirée par quelqu'un qui lui demande d'acheter du matériel. C'est Joey, un soldat à la retraite, qui tient une poignée de cristaux de cadavres. Joe est choqué de voir Joey avec autant de cristaux et lui demande comment il les a collectés. Joey explique nonchalamment qu'il a trouvé et tué des zombies pour les rassembler. Le garçon est déconcerté mais tend un pistolet à Joey, qui lève le pouce pour le remercier de ses efforts. Joey joue avec l'arme, s'émerveillant de la sensation qu'elle procure dans sa main. Le garçon lui fait signe de partir en lui disant de revenir s'il a plus de butin à dépenser. Le garçon trouve le soldat assez fort et est impatient de l'aider dans son grand projet. Soudain, on l'appelle à nouveau. Cette fois, c'est le PDG de la dame qui veut acheter des armes. Elle admet qu'elle n'a pas de cristaux, mais elle offre avec confiance de l'argent réel en échange d'un complément de monnaie virtuelle pour acheter ce dont elle a besoin. Le garçon la rejette, expliquant qu'il n'y a pas de système d'argent numérique dans le jeu et que tous les joueurs doivent jouer loyalement. Le PDG s'énerve et lui demande pourquoi il a créé ce jeu s'il ne veut pas gagner de l'argent. Le garçon s'approche d'elle, mal à l'aise, et lui dit qu'il ne se soucie pas de son statut en dehors du jeu, mais l'avertit que si elle ne joue pas franc jeu, il s'en prendra violemment à elle. La dame se sent de plus en plus frustrée. Agacée d'être menacée par ce qu'elle perçoit comme un PNJ, elle s'en va en claquant la porte, bien décidée à gagner des cristaux par ses propres moyens. Elle s'en va, bien décidée à gagner des cristaux par ses propres moyens. Elle aborde les travailleurs dans les champs et leur propose de l'argent liquide en échange de cristaux virtuels pour le jeu. Il lui donne volontiers tous les cristaux qu'il possède. Se retournant vers notre héros, la dame lui remet le sac de cristaux et lui demande son équipement. Tandis que d'autres personnes dans le refuge rapportent avoir terminé leur tâche, Suno les remercie maladroitement pour leur travail, et les travailleurs heureux gagnent des points pour leurs efforts. Ils implorent alors notre fille de leur confier d'autres tâches afin de gagner suffisamment de points pour pouvoir échanger leur équipement le plus rapidement possible. La jeune fille les charge immédiatement d'aider à réparer la maison et de rassembler des ingrédients médicinaux. Le duo s'en va joyeusement, tandis que la dame ne comprend pas pourquoi ils semblent si satisfaits de leur travail. 3 jours passent ainsi et nous nous retrouvons au bureau. Wen révèle que ces 3 derniers jours, avec l'aide des cristaux de cadavres, la reconstruction du refuge de la Lune Noire s'est déroulée sans encombre. De plus, la compensation qu'ils ont demandée était minime. Suno mentionne que les gens semblent très énergiques, comme s'ils ne se fatiguaient pas à force de travailler, et qu'ils paraissent sincèrement heureux. Notre héros se réjouit de constater qu'avec ces progrès, la colonie ne tardera pas à s'étendre. La technicienne demande à notre héros de rester un peu, en disant qu'elle a quelque chose à lui demander. Suno s'amuse à se demander pourquoi ils chuchotent, se demandant s'ils essaient d'avouer leur amour. Notre héros demande à Xunuo de se taire, et donne à Wen le feu vert pour parler. Wen déclare alors sans embâche qu'elle meurt d'envie de savoir comment les zombies peuvent avoir des cerveaux. Notre héros l'a vu venir, car il est plus difficile de garder des secrets pour quelqu'un d'aussi vif que Wen que pour Xunuo. Il explique qu'il s'agit de quelques gros bonnets de la ville de colonisation, riches en argent et en temps, qui s'amusent comme des fous. Xunuo n'est pas tout à fait convaincu. Notre héros la rassure donc en lui disant que tout ce qu'il fait, c'est pour assurer la survie de tout le monde, et rendre la vie meilleure. Il l'exhorte à lui faire confiance. Soudain, la jeune fille aux cheveux orange se précipite dans la pièce, signalant frénétiquement une agitation à l'extérieur. En sortant, nous découvrons que la youtubeuse est accusée de vol par un habitant de l'endroit, qui prétend qu'elle est entrée chez lui en plein jour et qu'elle a volé son matériel. Il affirme qu'elle est entrée chez lui en plein jour et qu'elle a volé son matériel. La dame l'ignore nonchalamment, arguant qu'en tant que joueuse, il est parfaitement raisonnable pour elle d'entrer dans les maisons des PNJ et de fouiller dans leurs armoires. C'est alors que notre héros entre en scène et demande ce qui se passe. L'homme fait immédiatement appel à notre héros, insistant sur le fait que la dame est entrée de force dans sa maison, s'y est introduite et a pris son équipement sous ses yeux, tout en faisant preuve d'autosatisfaction. Mais la dame se défend ensuite, arguant que c'est ce que signifie pour elle la liberté totale dans le jeu, et qu'elle ne voit donc rien de mal à voler. La victime s'énerve de plus en plus devant les affirmations audacieuses de la youtubeuse. D'un autre côté, notre héros reconnaît sa valeur en tant que youtubeur, ce qui va l'aider à promouvoir son jeu
Il choisit donc soigneusement ses mots. Il reconnaît la liberté du jeu, mais insiste sur ses règles de base. Il leur propose de régler leurs différends par un combat à main nue. Si la youtubeuse gagne, il ne se passe rien. Si l'homme gagne, il recevra une double compensation. Tous deux acceptent le plan avec enthousiasme. La jeune fille adopte une position qu'elle a apprise lors de ses cours de kung-fu, tandis que l'homme la gifle avec assurance et continue à donner des coups de poing. Le garçon déclare le vainqueur décidé. La dame vaincue paie à contre-cœur le prix des cristaux, tandis que l'homme se réconcilie avec elle à contre-cœur. À partir de là, il insiste sur le fait que chacun doit assumer les conséquences de ses actes dans le jeu. Pendant ce temps, dans le monde réel, les gens sont absorbés par la diffusion en direct du jeu d'Eggplant. Les téléspectateurs lisent rapidement sa critique positive du jeu, qu'ils considèrent comme un chef-d'œuvre. Décidé de faire une pause, l'aubergine se lève. Il se rend dans un magasin d'électricité pour boire un verre. Alors qu'elle prend sa boisson préférée, elle trouve une autre personne qui essaie de s'emparer de la même bouteille, et ce nouveau venu est notre héros. L'identité de l'autre personne est claire pour tous les deux, et ils sont tous deux choqués de se rencontrer de manière inattendue dans la vie réelle. Ensuite, ils achètent de l'alcool et trinquent, et mangent en riant ensemble. La dame est fascinée de découvrir que son chef dans le jeu n'était pas un simple PNJ, mais une personne réelle. Sur place, le garçon raconte comment cette interaction améliore l'expérience de jeu des joueurs. Il explique qu'en raison de la pénurie d'employés dans son entreprise, en tant que producteur du jeu, il donne l'exemple. La dame exprime sa surprise de voir à quel point le génial producteur d'un jeu aussi bien fait semble ordinaire. Zhu ne semble pas apprécier toutes les questions qu'elle pose, mais il fait de son mieux pour y répondre. Il détourne la conversation en lui posant des questions sur sa vie en tant que streamer sur YouTube. La dame soupire et admet que c'est désordonné, révélant qu'en tant que joueuse, les gens ne s'intéressent qu'à ses compétences, ce qui la déçoit, car elle estime que son apparence n'est pas moins attrayante. Zhu est d'accord, plaisantant sur le fait qu'elle pourrait facilement gagner de l'argent rien qu'en montrant ses atouts sur le streaming. La dame rougit et demande si elle est vraiment si séduisante. Le garçon suggère en plaisantant qu'il pense déjà à tirer profit de son apparence pour le jeu. Il passe ensuite aux choses sérieuses en lui demandant de donner son avis sur le jeu. Il lui demande si elle voit des points à améliorer dans son jeu, Dark End Times. La dame suggère tout d'abord que le contenu actuel du jeu semble trop limité et que l'introduction d'un système de donjons ajouterait de la profondeur et de l'intérêt. Au lieu de se contenter de donner son avis, elle lui propose de faire l'expérience de son propre jeu en tant que joueur. Le garçon la félicite immédiatement pour ses bons conseils, ce qui la fait rougir lorsqu'il la prend dans ses bras de façon inattendue. Il décide de retourner travailler à l'amélioration du jeu et la remercie sincèrement. Enfin, il la laisse seule dans la pièce. De retour dans le monde du jeu, le système annonce une nouvelle fonctionnalité, les terrains d'essai. Il explique que les joueurs peuvent y vaincre des monstres pour obtenir des récompenses. Les terrains sont divisés en 10 niveaux, les niveaux supérieurs offrant une plus grande difficulté et des récompenses plus importantes. Notre héros dépense immédiatement 500 points pour créer un terrain d'essai de niveau 1. Le système prend son temps pour générer les terrains d'essai, et une fois terminé, un portail s'ouvre sur la jungle des zombies, le terrain d'essai désigné. Espérant que tout le monde appréciera le défi, il rassemble la foule et annonce une autre bonne nouvelle. Le jeu comprend désormais un système de donjons. Les joueurs peuvent y entrer pour le prix d'une topaze, et les récompenses sont considérables. Il encourage tout le monde à participer à ces défis. Tout le monde est excité par la nouvelle, et notre héros est heureux de constater leur enthousiasme. Il est heureux que les conseils d'aubergine soient enfin utiles, car il peut identifier les défauts du jeu du point de vue du joueur. Faisant appel à son système, il dépense 100 points pour transformer son apparence afin de ressembler davantage à un joueur. Dieu merci, il a changé, car nous n'aurons plus à voir son visage hideux. Pendant ce temps, Eggplant demande aux autres joueurs si quelqu'un veut faire équipe pour le donjon, car ils ont besoin de 3 membres supplémentaires. Notre héros l'aborde par derrière et lui demande s'il peut rejoindre son équipe. Quand elle se retourne et le voit, elle est toute troublée et charmée par son nouveau look. Et elle ne le reconnaît même pas, ce qui met notre héros un peu dans l'embarras. En l'examinant de plus près, la dame commence à se rendre compte qu'il lui est familier. Notre héros suggère qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés, mais change rapidement de sujet, l'exhortant à recruter d'autres personnes. Soudain, d'autres personnes attirent leur attention, et il leur demande s'ils veulent rejoindre l'équipe. Il remarque leur corps musclé, elle estime immédiatement qu'il s'agit d'un bon choix et les autorise à s'inscrire. Une fois le donjon terminé, elle est toute excitée et prête à nettoyer le donjon. Voyant son côté enjoué, notre héros se dit que c'est probablement pour cela qu'elle ne l'a pas reconnu, mais il ne s'en plaint pas. Enfin, ils sont prêts à franchir le portail. Certains membres de l'équipe qui ont déjà fait des donjons mentionnent que cet endroit est difficile à conquérir,
et se demande si leur équipement n'est pas de trop bas niveau. L'aubergine a mis son équipe en ébullition, affirmant avec assurance qu'elle sera la première à sortir du donjon. Cependant, une notification système apparaît, annonçant qu'une personne nommée Xiaoyo l'a déjà effacée. Le rêve d'être le premier est brisé. Mais elle se moque, disant qu'ils sont ici pour jouer au jeu, et non pour s'inquiéter de savoir qui sortira le premier du donjon. Notre héros arrête rapidement le soldat qui a nettoyé le donjon, et lui offre une potion, lui conseillant de la boire pour éviter de se faire tuer par des bandits sur le chemin du retour. L'homme accepte la bouteille avec reconnaissance, et remercie notre héros pour sa générosité. Un gars derrière Zhu lui demande avec arrogance pourquoi il distribue à des étrangers des fournitures qui pourraient les aider dans le donjon. Zhu répond fermement qu'il s'agit de ses affaires, et que ce qu'il en fait ne regarde personne. Le héros est furieux de cette remarque. La dame se décide enfin à entrer dans le donjon, et tout le monde commence à disparaître de sa place. Ils se retrouvent à l'intérieur d'un donjon. Leur mission est simple, tuer le boss du niveau inférieur en moins de 60 minutes. Aubergine est absolument ravie de voir un environnement aussi réaliste et vivant, heureuse que notre héros ait pris ses suggestions en considération. Le garçon lui demande si elle connaît le producteur du jeu. Elle répond fièrement par l'affirmative, précisant qu'elle lui a même appris beaucoup de choses. Soudain, le visage de l'un d'entre eux devient pâle. Il remarque que des serpents les entourent complètement. Ses amis gluants ne perdent pas de temps à s'élancer vers tout le monde, la bouche grande ouverte. La dame est absolument stupéfaite et figée de peur. Mais le garçon coupe immédiatement un serpent en deux. Il lui dit que ce n'est pas le moment d'avoir peur, car les serpents venimeux ont peu de sang et peuvent être tués d'un seul coup. Les autres membres du groupe semblent s'amuser en abattant ces créatures. La dame a toujours peur de ces monstres, mais elle prend son courage à deux mains, attrape l'un des serpents et le presse assez fort pour que ses yeux sortent de leurs orbites. Elle finit par déchirer le serpent en deux. Une fois les serpents terrassés, la dame peut enfin souffler. Mais l'un d'entre eux est choqué et crie de peur. Lorsque tout le monde regarde autour de soi, on s'aperçoit que l'un d'entre eux a été mordu par un serpent. Il a l'air malheureux et dit à ses amis de continuer sans lui, mais notre héros le rassure en lui disant que le poison n'est pas si puissant et qu'il devrait s'en sortir une fois qu'il sera sorti. L'un d'eux s'avance pour aspirer le poison de la main de son ami. Juste à temps, il commence à sucer l'épaule de son ami, et ce spectacle effrayant fait saigner les yeux de notre héros tant il a l'air horrible de faire cette chose amoureuse. La dame prend alors notre héros à part et, une fois qu'ils sont seuls, elle fait remarquer que son HP est également en baisse, parce que le serpent l'a mordu dans une zone privée. Le garçon hésite à regarder sa poitrine, mais la dame lui dit qu'il n'y a pas lieu de se sentir mal à l'aise puisque ce n'est qu'un jeu. Notre héros accepte immédiatement et l'épingle avec confiance à l'arbre, en disant qu'il va faire ce qu'elle a demandé. Il commence à lui sucer la poitrine, et la jeune fille ne peut s'empêcher d'y prendre un peu de plaisir, car cela semble ridiculement réel. La dame se sent absolument gênée après coup, tandis que notre héros semble s'être amusé. Pendant ce temps, l'autre homme mordu par un serpent se sent mieux, et remercie son ami de l'avoir aidé. L'ami, gêné, admet qu'il a également été mordu à un endroit qu'il ne peut pas dire ouvertement, mais le chauve insiste pour aider son ami. Et lorsque le chauve voit son ami commencer à baisser son pantalon, il devient absolument anxieux et terrifié. Pendant ce temps, notre duo revient, demandant si ces types ont fini de se faire chier et s'ils sont prêts à passer à autre chose. C'est alors que Zhu Ming est un peu décontenancé lorsqu'il voit le mauvais coup porté aux fesses de son ami. Le pauvre homme s'empresse de préciser que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais notre garçon et la fille leur disent immédiatement de garder leur distance à partir de maintenant. Au bout d'un moment, nous voyons un marécage se former, et notre groupe continue d'avancer. La fille nous fait remarquer qu'elle n'a pas vu un seul monstre zombie dans tout le donjon, alors qu'il s'appelle Jungle des zombies. Le chauve la rassure en lui disant que même si des zombies apparaissent, il veillera sur elle. Mais la dame est toujours effrayée par ce type, et fait clairement savoir qu'elle ne veut pas être protégée par quelqu'un qui aime sucer des trous comme passe-temps. Soudain, le marais réagit, et un zombie apparaît. Il mord immédiatement la tête brillante du chauve. Cette créature est un zombie des marais. Un zombie de bas niveau connu pour ses attaques sournoises. D'un geste rapide, notre héros saisit son épée, et taillade le visage du zombie, le couper instantanément, et le faire tomber au sol. Le chauve remarque que la technique d'épée de notre héros est incroyablement forte, lui coupant presque le cuir chevelu. Il demande en plaisantant si notre héros est un guerrier dans la vraie vie. Notre héros répond, penaud, qu'il sait comment couper les choses. Cependant, la dame interrompt leur badinage, les avertissant d'arrêter parce qu'ils sont en avance. Une bande de monstres les attend pour leur tendre une embuscade. Zhu Ming était d'abord inquiet à l'idée de s'occuper seul des zombies de premier ordre, craignant ce que les autres joueurs pourraient faire s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Mais il s'avère que ces inquiétudes étaient totalement inutiles. Le chauve, sérieusement énervé, arrache sa chemise,
et se transforme instantanément en une figure massive, semblable à une carcasse. Ses muscles se gonflent à vue d'œil. Notre héros est choqué de voir cela, car cette transformation révèle sa compétence appelée « Muscle Stream », un reflet de ses prouesses en matière d'entraînement physique dans la vie réelle. Il plonge dans la mêlée, brandissant sa hache avec précision et découpant les zombies comme s'ils n'étaient que des concombres. Zhu Ming est époustouflé par la façon dont les compétences des joueurs dans le monde réel se traduisent de façon si vivante dans leurs personnages de jeu. Après avoir fauché un tas de monstres, le chauve se dégarnit soudainement et redevient en un clin d'œil un être maigre, encore plus maigre qu'avant. Il semblerait que la compétence de Xiaoming, flux musculaire, ait ses inconvénients. Elle ne peut être maintenue que pendant une courte durée, ce qui l'affaiblit temporairement par la suite. Zhu Ming est visiblement frustré que Xiaoming ait utilisé une compétence aussi risquée avec autant de désinvolture. Alors que la tension monte, une mission annexe apparaît, redonnant le sourire à Zhu Ming. Cette mission lui demande de vaincre simultanément 10 zombies des marais, et lui promet une récompense sous forme de renforcement musculaire. Alors que les zombies du marais commencent à se répandre, Zhu Ming demande à tout le monde de grimper dans les arbres pendant qu'il s'occupe des zombies en bas. L'homme à la casquette est contrarié par cette retraite, mais la dame lui demande calmement de suivre l'exemple de Zhu Ming. Une fois que les zombies sont sur le point d'émerger sur la terre ferme, notre héros saisit à nouveau son épée, chargée d'électricité crépitante. Il enfonce l'épée profondément dans le sol, électrifier l'ensemble de l'étang, et donner à ces monstres le choc de leur vie. Après avoir terminé, il reçoit une notification concernant la réussite complète de la mission et ses nouvelles compétences en matière de renforcement musculaire. La dame est absolument stupéfaite de voir qu'il les a tous anéantis d'un seul coup. Pendant ce temps, Baldi semble être coincé dans l'essaim. Il saisit la jambe de la dame, lui demandant de l'aider, mais le pauvre homme reçoit un coup de pied brutal après avoir été pris pour un zombie mort-vivant et s'enfonce un peu plus dans l'essaim. Les deux idiots qui se tiennent derrière se sentent un peu gênés de l'avoir littéralement l'enjambé. La dame tente immédiatement de s'excuser, mais le chauve semble trop frustré pour lui donner du mou. Le garçon appelle alors son système tandis que la dame demande au Baldi pourquoi il a utilisé cette compétence dangereuse en premier lieu. Ils reçoivent une notification leur indiquant que le boss final est sur le point d'apparaître et qu'il ferait mieux de se préparer au combat. Le garçon prend immédiatement sa position et conseille à tout le monde d'être prudent. Ce monstre s'avère être une fleur de cadavre des marais qui aime consommer des créatures mortes. Le Baldi décide une fois de plus d'utiliser son corps de muscles géants pour faire tomber cette fleur d'ordure, mais notre duo lui conseille rapidement de ne pas utiliser sa capacité. Le chauve semble confus et demande docilement pourquoi, ce à quoi notre héros explique que les effets secondaires de l'utilisation de cette compétence sont trop importants et qu'il n'aura pas l'énergie nécessaire pour assurer la sécurité du chauve une fois qu'il sera épuisé. Le chauve décide de passer aux armes à feu, mais son ami à la casquette lui rappelle qu'ils ne sont que des joueurs ordinaires et que les armes et les munitions coûtent une fortune. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que mon homme est chargé d'armes et de trucs cachés dans son manteau. Les deux hommes sont très impressionnés. Bientôt, le monstre fait face, un barrage de balles de la dame, et le Baldi et le gaz à la casquette se joignent à eux avec leurs fusils. Juste au moment où notre héros pense que la victoire est acquise, la dame révèle avec stupeur que les HP qu'ils ont fait baisser à cause du monstre ont recommencé à se rétablir. Le monstre s'empare d'un zombie des marais et le dévore. Sa barre de santé remonte à 100%. Notre héros se rend compte qu'ils doivent d'abord s'occuper des zombies des marais, car ce monstre peut se régénérer en les mangeant. La dame craint qu'il ne puisse pas vaincre le monstre à ce rythme, mais notre héros la rassure en lui disant d'attendre qu'il se soit occupé des zombies des marais. Soudain, le monstre étend sa route visqueuse vers la dame et l'attrape, avec l'intention de la faire tomber dans son ventre. Le type est furieux et décide d'éliminer cette fleur lui-même, avec l'aide des deux autres hommes de main. Le monstre resserre son étreinte, laissant la jeune fille se tortiller de douleur tandis que ses vêtements se déchirent. Elle demande avec colère pourquoi il ne l'aide pas. Notre héros explique que ses compétences sont en veilleuse, tandis que les deux autres prétendent qu'ils n'ont plus de munitions. Mais à vrai dire, ces pervers sont trop occupés à baver sur son corps exposé pour lui prêter main forte. Humant ces crétins qui profitent de sa misère, la dame se saisit d'un pistolet et tire elle-même sur les racines. Au fur et à mesure que les racines sont coupées, elle commence à tomber. Notre héros intervient, jouant le rôle d'un prince, et l'attrape dans ses bras. Soudain, le monstre riposte avec ses racines, mais Zhu Ming les tranche rapidement. Le monstre se tortille de douleur, lâche un énorme rugissement. Cela les oblige à se boucher les oreilles pour protéger leur tympan. Pendant ce temps, l'énergie électrique de Zhu revient. Il bondit du sol et enfonce son épée dans la terre. Un choc puissant. La créature est donc carbonisée, s'effondrer sur le sol. Mon gars pose son épée en toute confiance, se vantant de ne pas avoir eu besoin de toute sa puissance pour venir à bout d'un simple zombie de second rang.
Juste au moment où ils pensent que c'est fini, le monstre paralysé recommence à bouger, à grandir, à paraître plus vil et vicieux que jamais. Le système indique que la fleur du cadavre du marais a été mise en colère, ce qui a déclenché sa mutation vers sa prochaine forme. Pendant ce temps, le chauve s'extasie devant la mutation du monstre et pense à toutes les récompenses supplémentaires qu'il obtiendra s'il le bat. De son côté, notre héros ne comprend pas du tout comment cela est possible. Il fait remarquer que le patron devrait être paralysé à cause de la décharge électrique. C'est alors que la youtubeuse intervient en faisant semblant d'ajuster ses lunettes imaginaires pour avoir l'air d'une intello et suggère que ce monstre pourrait être comme un Pokémon Venus Flytrap, immunisé contre les pouvoirs électriques. Le garçon s'amuse à pincer la tête de la dame pour son idée géniale. Mais le monstre n'attend pas leur badinage et lance immédiatement de sa bouche des choses qui ressemblent à des boules. Notre héros évite facilement le projectile, mais il s'avère que cette salive ne se contente pas de coller de la merde au hasard, mais qu'elle dissout l'arbre au moment de l'impact. Soumet immédiatement tout le monde garde contre la bave corrosive. Mais il semble qu'il arrive trop tard, car ces deux imbéciles sont déjà coincés dans la substance gluante. La dame continue d'appeler à l'aide depuis l'arrière, et lorsque notre héros se retourne, il voit ses vêtements déjà brûlés. En quelques minutes, toute sa tenue s'est désintégrée. Le garçon se précipite à ses côtés en lui offrant son manteau. C'est alors que le monstre lance d'autres boules visqueuses. L'homme les abat rapidement, mais une partie de la matière grasse atterrit sur sa main, provoquant une brûlure immédiate. C'est à ce moment-là que l'homme à la casquette musclée entre en scène, révélant qu'il est en fait professeur de chimie. Il prétend avoir une compétence liée à son domaine dans ce monde. Il explique avec enthousiasme que sa compétence lui permet de combiner les propriétés chimiques de deux objets pour créer de nouvelles propriétés. Maintenant armé d'une bouteille d'essence et d'un morceau de tissu, il déclare avec assurance qu'il peut les transformer en une solution d'élimination. Voyant cela, notre héros s'empare du nouvel objet et fait remarquer avec arrogance que cette compétence en chimie ne vaut pas un centime, puisqu'elle n'a fait que mélanger deux choses, et qu'il est clair qu'il peut faire mieux. Le garçon tire sur la bouteille, et le lance en direction du monstre, qui explose à l'impact. Le monstre s'enflamme. En quelques secondes, il se désintègre en cendres, et le système les félicite d'avoir réussi à vaincre le monstre boss, promettant des récompenses supplémentaires pour l'élimination d'un ennemi mutant. Tout le monde est aux anges de voir des coffres au trésor de classe élite briller sous leurs yeux. Le chauve gonfle son torse et trouve une poudre de potion super musclée, qui promet d'augmenter la force musculaire. Le soi-disant professeur de chimie trouve une armure brillante, mais finalement inutile. Pendant ce temps, la dame découvre un livre de compétences qui améliore ses capacités de tir. Enfin, Ju ouvre également sa poitrine. Au début, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre, mais les yeux de tout le monde se mettent à briller d'étonnement parce qu'il y a un œuf à l'intérieur. Le garçon ne sait pas ce qu'il peut attendre de cet œuf, et même le système n'offre aucune information, si ce n'est que son origine est inconnue et qu'il ne peut pas éclore. 3 jours plus tard, tout est calme et paisible dans le clan de la Lune Noire. Puis, une notification apparaît, indiquant que les résultats du jeu sont excellents et que de nouvelles inscriptions vont bientôt être ouvertes. Elle invite tout le monde à jouer gentiment et à rendre le jeu encore meilleur. Tout le monde est heureux de voir que d'autres personnes rejoindront leur base. Un nouveau venu aux yeux pétillants demande à la dame si elle sait comment monter rapidement en niveau dans les premiers temps. La dame lui tend simplement des outils et lui conseille, s'il veut devenir riche, de commencer par abattre des arbres et par améliorer et labourer le sol. Les nouveaux arrivants attendent cette tâche avec impatience et commencent immédiatement à labourer la terre. Pendant ce temps, Lady Wenwen rapporte à notre héros que la nouvelle équipe est bien plus travailleuse que la première et que la construction de l'abri se déroule encore mieux. Le garçon sourit et dit que ce n'est que le début. Le vrai plaisir est encore à venir. En vérifiant les progrès du clan, on s'aperçoit qu'il a fait de grands pas en avant. Le plus remarquable, c'est qu'il y a maintenant 89 personnes dans le clan, ce qui signifie qu'il y a un surplus de main-d'œuvre. La dame se demande à voix haute s'il ne devrait pas installer plus de bases pour créer plus d'opportunités d'emploi. Le garçon commence à réfléchir et conclut que pour maintenir les gens engagés dans de nouvelles activités, il devrait s'étendre. Il demande s'il y a des forteresses près de Darkmoon Refuge qui pourraient être utilisées. La dame confirme qu'il y en a, mais ils sont déjà occupés par des zombies. De plus, ces bastions sont gérés par des colonies centrales. Exiger une autorisation pour obtenir des droits de gestion. Elle révèle qu'après la crise apocalyptique, le régime s'est effondré et les règles ont volé en éclats. Les colonies ont commencé à gérer leur territoire de manière indépendante. Chacune est gérée par des caïds différents, mais le chef, connu sous le nom de Vipère, règne sur les colonies centrales et mène la danse. Mais le garçon balaie l'inquiétude, persuadé que tant qu'ils parviendront à accumuler du pouvoir, tout se passera bien. Soudain, Shunwo arrive avec de terribles nouvelles.
Une petite équipe des colonies du centre s'est présentée pour collecter des impôts. Il semble que notre garçon n'ait plus à attendre puisqu'il était déjà impatient d'en finir avec ces gens. Dehors, un homme corpulent accompagné de son équipe se présente comme un agent du fisc envoyé par le centre de colonisation. Selon la loi, 50% de la production doit être payée en impôts chaque mois. Il exige que le clan lui remette ce qu'il doit. Les paysans ont exprimé leur désaccord, lui rappelant que lorsque cet endroit était sous la domination du clan des loups affamés, aucun collecteur d'impôts n'osait se présenter. Le gros lard sort immédiatement son arme, mettant fin à leurs objections. Il appuie sur la gâchette sans réfléchir, mais sa mâchoire se décroche lorsque la balle atterrit en carré, dans la poitrine de nul autre que le professeur de chimie. L'air inquiet et déconcerté, le gros regarde autour de lui, s'attendant à voir quelqu'un de blessé ou pire. Le fermier demande à l'enseignant s'il va bien, et l'enseignant assure qu'il va bien, grâce à son armure. Alors qu'il se vante de son équipement de protection, les autres trouvent assez effrayant qu'il se soit volontairement pris une balle dans la poitrine. Néanmoins, notre héros, Zhu Ming, arrive et se présente comme le chef du refuge. Le gras se présente à son tour et exige le paiement des taxes. Mais le garçon rappelle immédiatement au gros que lorsque le clan des loups affamés occupait cet endroit, personne n'est venu aider les gens, et qu'il n'est donc pas logique qu'ils paient des impôts maintenant. Le gros répond en insistant sur le fait que la colonie centrale dispose d'une forte puissance militaire qui ne peut être ignorée. D'ailleurs, ils ont déjà envoyé des gens ici à plusieurs reprises. Mais le garçon reproche au gros de n'être venu que pour exploiter d'honnêtes pauvres gens, sans jamais se soucier du reste. Comme notre héros ne recule pas, le gros décide de lui tirer dessus. Avant de tirer, il donne un dernier avertissement. Soit vous payez des impôts, soit notre héros reçoit une balle dans la poitrine. Il est persuadé d'être le seul à posséder des armes de haute technologie. Mais mon homme se contente de claquer des doigts, et un peloton entier équipé d'armes de haute technologie apparaît sur les lieux. Pendant ce temps, l'homme se tient debout, épaule contre épaule. Il sourit et s'amuse de la vue du gros, qui fait une tête terrifiée. À contre-cœur, le gros décide de se retirer pour l'instant. Mais Zhu Ming sort ses propres armes et déclare qu'il ne reculera pas. Le gros reste arrogant dans ses propos. Notre héros a donc ajouté un autre trou à côté de celui qu'il avait fait à l'origine. Son entourage l'aide à s'éloigner, son arrière-train saignant encore du coup de feu, et il continue à proférer des menaces. La dame et le reste de l'équipage répondent par un doigt d'honneur et des remarques acerbes. Cependant, Dame Wenwen est absolument terrifiée car ils viennent d'offenser l'autorité centrale, ce qui n'est jamais une bonne chose. Mais le garçon déclare qu'il se fiche éperdument du bien-être des membres de son clan et qu'il ne courbera jamais l'échine devant les autres. La dame acquiesce, soulignant que notre héros a raison et que ces nouveaux venus semblent réellement courageux et prêts à se battre, contrairement au lot précédent. Le garçon acquiesce, surtout après les avoir observés. Ils ont l'air de venir de camps chaotiques et maléfiques. La scène se déplace vers la fameuse colonie centrale, où l'on rencontre la vipère pour la première fois. Le gros lard informe immédiatement son chef de la façon dont ces types lui ont tiré dessus, et sont prêts à se rebeller contre la colonie. La vipère n'est pas ravie d'apprendre que son laquais s'est fait tirer dans les fesses, mais le laquais plaide comme un mignon chiot, réclamant une chance de donner une leçon à ses chahuteurs. La vipère décide de passer voir notre héros en personne, curieuse de connaître Zhu Ming et désireuse de vérifier ses exploits, mais elle insiste pour apporter un cadeau. Le laquais demande quel genre de cadeau ils doivent préparer, et le patron dit immédiatement qu'il veut la tête de cette grosse tête. L'instant d'après, un serpent traverse la tête du gros. Quelques jours plus tard, au Dark Moon Refuge, tout semble calme. Les gens s'amusent, bien qu'il y ait les querelles habituelles pour les petites choses. Pendant ce temps, notre héros est là-haut avec ses jumelles, il scrute l'ensemble du camp de réfugiés. Il vérifie les statistiques et voit qu'il y a plus de monde maintenant. Le système dit que la surpopulation perturbe les choses. Les gens s'amusent de moins en moins. Zhu se saisit de la tête, confus, ne sachant pas comment gérer le nombre croissant de résidents qui n'ont plus de lieux inexplorés ou d'endroits où étendre leur territoire. Soudain, une Lamborghini entre en scène et traverse à toute allure le camp de réfugiés. Tout le monde se réjouit de ce site. 2 personnes sortent de la voiture. L'une est la vipère elle-même, et l'autre est probablement sa secrétaire. La vipère demande poliment à rencontrer le chef de la colonie. Les agriculteurs, eux, sont sur la défensive et lui demandent s'il est là pour semer la zizanie. Mais la vipère reste polie et s'excuse pour les ennuis causés par son subordonné. Pour se faire pardonner, il offre un cadeau aux personnes présentes. La dame révèle le cadeau. La tête de ce gros lard, le fonctionnaire des impôts. Tout le monde est choqué de voir la tête du fonctionnaire des impôts offerte en cadeau. C'est à ce moment-là que notre homme se présente et invite la vipère à venir parler dans son bureau. La vipère échange des politesses et demande à notre héros de lui ouvrir la voie. Mais avant d'y aller, il demande à sa secrétaire de surveiller la porte et de l'avertir immédiatement si quelque chose ne va pas.
Notre héros conduit la vipère dans le bureau. Pendant que la dame reste à l'extérieur, elle garde un œil vigilant comme on le lui a demandé. Le chauve ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le réalisme des PNJ de ce monde. La youtubeuse décide d'aborder la secrétaire avec son énergie habituelle, mais Joey, un soldat à la retraite, la met en garde. La dame affirme fièrement qu'elle est courageuse et qu'elle sait flirter avec les filles, et qu'elle se débrouillera donc très bien. Lady Eggplant commence alors à taquiner la secrétaire de façon ludique. La secrétaire la défie, disant que si Dame Aubergine peut la battre, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Les autres spectateurs, à l'arrière-plan, se réjouissent de voir ces deux filles s'affronter. Pendant ce temps, au bureau, notre héros demande poliment à la vipère ce qu'elle fait ici. La vipère déclare sans embâche qu'elle est intéressée par la colonie du refuge. Si notre héros le lui cède, il lui promet une récompense qui le fera vivre toute sa vie. De plus, il offre l'accès à la zone noble de la colonie centrale, où notre héros pourrait vivre comme un roi. Jumise demande si un tel endroit paradisiaque existe dans ce monde. La vipère affirme que ce que les autres considèrent comme l'enfer est réservé aux faibles. Pour les individus forts comme notre héros et lui-même, c'est le paradis. Il précise que tant que les individus sont forts, ils peuvent avoir des femmes, de la richesse. La vipère déclare vicieusement que notre héros n'a pas besoin de s'occuper des imbéciles insignifiants de cette colonie de réfugiés, car ils seront également bien traités. Le garçon sourit et considère qu'il s'agit d'une bonne affaire. Mais il refuse catégoriquement de céder son territoire. Le visage de Vipère devient arrogant en entendant le refus, se sentant complètement humilié. Zhu-Ming souligne qu'il apprécie la liberté et refuse d'être enfermé comme un canari dans une cage. La Vipère devient de plus en plus agressive, avertissant notre héros qu'il y a eu d'autres personnes qui ont parlé comme lui autrefois, mais qu'elles gisent maintenant 6 pieds sous terre. Mais notre héros propose alors qu'ils puissent encore trouver un accord. Il prend la carte et signale à la Viper qu'une organisation de voleurs notoires, le Vulcan Gang, opère sur la route commerciale. Il tente fréquemment des embuscades aux caravanes envoyées par la colonie centrale, causant des pertes importantes. La Vipère acquiesce, précisant que cette bande a même occupé une usine métallurgique et qu'elle est bien équipée, ce qui a rendu difficile la tâche des croisades passées. De façon spectaculaire, le garçon marque le territoire ennemi sur la carte à l'aide de son poignard et expose les termes de l'accord. Notre héros propose à la Vipère de l'aider à éliminer le gang des Vulcains. En échange, les caravanes de la Vipère seront autorisées à passer en toute sécurité sans interférence, à condition qu'elles laissent notre héros et sa colonie tranquilles. L'homme récupère alors le contrat, admettant que les conditions proposées par notre héros sont tout à fait intéressantes. Il signale qu'une fois signé, le marché sera officiellement établi. La Vipère s'en va, en précisant qu'elle attend beaucoup de notre héros. Soudain, Zhu entend des cris à propos d'une bagarre à l'extérieur. Il se précipite et découvre que la secrétaire s'est attaquée à quelques habitants qui l'ont défié. La Vipère demande ce qui s'est passé, et la jeune fille explique qu'il ne faisait que s'amuser. Saisissant l'occasion de se réjouir, la Vipère fait remarquer que l'équipe de notre héros a besoin d'un entraînement sérieux. Mais Zhu-Ming lui assure qu'ils sont comme une meute de chiens sauvages, résistants et prêts à se défendre bec et ongle. La Lamborghini s'éloigne à toute vitesse de la scène et poursuit sa route. La Vipère s'enquiert de la puissance du clan Dark Moon. La dame explique qu'il s'agit principalement d'un groupe de mobs, mais que quelques individus n'ont pas encore montré toute leur puissance, ce qui la laisse incertaine quant à leur véritable capacité. Mais elle souligne également que ces hommes lui ont donné un sentiment étrange, comme s'ils n'avaient pas du tout peur de la mort. La Vipère les rejette en disant que ces imbéciles connaîtront leur fin bien assez tôt. Fidèles aux paroles de la Vipère, ces imbéciles ne cessent de mourir, pour ressusciter à chaque fois. Zhu rassemble alors toute la colonie, et annonce que le jeu lance un événement limité dans le temps appelé « Suppression du gang des Vulcains ». De Baldi s'interroge sur ce qui différencie ces événements. Notre héros explique que dans les événements à durée limitée, les ennemis ne peuvent périr par fois qu'ils battent un ennemi s'ils prennent soin d'événements si les 3 premiers tueurs de l'événement suffisent également s'obtenir de ces mentir. En entendant cela, la jeune fille se met immédiatement à courir avec enthousiasme pour éliminer le gang des Vulcains, mais le garçon lui rappelle qu'il n'a pas encore fini d'établir toutes les règles. La dame insiste sur le fait qu'elle s'en moque tant qu'elle peut vaincre leurs ennemis. Mais notre héros lui fait remarquer qu'elle se trompe de direction, car le gang des Vulcains ne se trouve pas là. Juno révèle alors que la bande de Vulcains est bien plus forte que le clan des loups affamés qu'elle a vaincu précédemment, et qu'en cas d'échec, elle pourrait tout perdre au profit de la Vipère. Mais le garçon se débarrasse avec assurance de ses inquiétudes. La dame reste insatisfaite. Il révèle alors que les membres de son clan sont comme une force de la nature, et qu'il est donc impossible qu'ils perdent contre un gang. La scène suivante nous emmène sur le territoire du gang des Vulcains. Les gens offrent désespérément des cristaux et des objets de valeur en échange de leur protection.
Ce voyou arrogant se moque en disant que ce n'est pas assez. Il asperge cruellement le corps d'une petite fille avec de l'essence et allume son briquet, menaçant sa mère de révéler l'endroit où elles ont caché leurs objets de valeur. La mère terrifiée insiste sur le fait qu'il ne leur reste plus rien, se frappe la tête contre le sol et plaide pour la vie de sa fille. Le membre du gang devient encore plus arrogant, accusant la mère de malhonnêteté alors qu'elle continue à implorer la pitié. De manière choquante, il s'apprête à jeter le briquet sur la petite fille. Elle crie pour que quelqu'un la sauve, avant que les flammes ne touchent ses vêtements humides. Soudain, quelqu'un arrache le briquet en plein vol. Et c'est bien sûr notre héros. Il allume tranquillement sa propre cigarette avec le briquet, rappelant à l'arrogant membre du gang que l'essence est une ressource précieuse, qui n'est destinée qu'à brûler des gens comme les deux frères du gang de Vulcain. Le chef de gang menace notre héros, lui faisant comprendre que le prix à payer pour se mêler d'affaires qui ne lui appartiennent pas est élevé. La youtubeuse se tient aux côtés de notre héros, déclarant que c'est elle qui mettra le bazar dans la coiffure bizarre de ce type. L'arrogant saisit son lance-flamme en réponse à l'insulte faite à ses cheveux. Il lance un torrent de flammes en direction de la jeune fille. Elle commence à brûler, ressentant chaque parcelle de chaleur brûlante, tandis que l'arrogant se moque cruellement de ses souffrances. Notre héros lui rappelle qu'elle n'est qu'une joueuse dans ce jeu. Malgré le fait qu'elle soit en feu, elle parvient à garder son sang-froid et plaisante, en disant qu'elle expérimente enfin ce que c'est que d'être une torche humaine. Totalement désorientée, Monsieur Coquille demande comment elle peut encore tenir debout. Sans perdre de temps, la jeune fille se ressaisit et repousse le voyou arrogant avec son corps brûlant. Il l'enflamme aussi intentionnellement. L'arrogant se tortille comme une poule mouillée après avoir goûté au feu. De retour au refuge de Dark Moon, tous les membres du groupe se rassemblent autour d'eux. L'arrogant ligoté sur une chaise. Zhu lui demande des informations sur le gang des Vulcains, promettant d'épargner sa vie s'il coopère. Mais l'arrogant refuse obstinément, déclarant qu'il ne trahira pas le seigneur Vulcain et qu'il n'a pas peur. Le soldat à la retraite s'empare d'un hot rod rouge. Il le tient tout près de l'arrogant, lui demandant s'il a peur maintenant. L'arrogant se vante que tous les membres du Vulcan Gang sont baptisés par le feu sacré, et que même s'ils sont brûlés, ils n'abandonneront pas. L'arrogant se transforme en poule mouillée, lorsque le soldat déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de le brûler. Au contraire, il lui fait comprendre qu'il va insérer cette tige de fer brûlante dans l'un de ses trous, et lui rappelle qu'il s'agit d'une température de 800 degrés Celsius. Le soldat demande une dernière fois ce que l'arrogant a l'intention de faire. En réponse, l'homme se met à pleurer et décide de tout déballer, les suppliant d'éloigner cette canne à pêche. Le soldat jette négligemment la baguette, et dit à ses amis que c'était plus facile qu'il ne le pensait. Pendant ce temps, tous les autres subordonnés, y compris notre héros, tremblent de peur, gardent leurs mains derrière eux et cachent leurs fesses. Notre héros demande où le soldat a appris ce genre de méthode. Le soldat répond qu'il l'a appris en Afghanistan. L'arrogant tremblant demande s'il sera épargné une fois qu'il aura tout dit. Notre héros le rassure, ce ne sont pas des monstres. L'homme révèle que leur frère aîné, connu sous le nom de Vulcain, était un pyromane invétéré, qui a passé des années à étendre son pouvoir en assassinant et en allumant des incendies. De plus, le plaisir tordu de Vulcain était de regarder les gens brûler vifs. Les autres joueurs sont enthousiastes à l'idée d'affronter un méchant PNJ aussi coriace. Pendant ce temps, Zhu continue d'interroger le captif sur son patron et sur l'endroit où ils ont caché tout cet or. Il insiste sur le fait qu'il peut presque sentir les richesses qui attendent d'être trouvées. Le captif continue de plaider l'ignorance, mais le garçon reste optimiste. Il rêve de nager dans des tas de trésors, convaincu qu'ils sont sur le point de faire un gros coup. Le soldat interroge le captif sur les effectifs et l'équipement du gang Vulcain. Le gars nous apprend qu'il y a une centaine de personnes sous le commandement de Vulcain. Ils sont armés d'engins dangereux comme des pulvérisateurs de bombes à essence appelés Destroyer. De plus, ils ont posé des mines tout autour de leur territoire. Lorsqu'on leur demande comment ils vont percer les défenses du gang, notre héros hausse les épaules et suggère qu'ils trouveront un moyen de pénétrer à l'intérieur, tout en poussant le captif à les aider à accéder à la cachette de Vulcain. Le gars leur explique qu'ils devront subir le baptême de Vulcain, une épreuve au cours de laquelle ils doivent endurer que leurs bras soient brûlés par des flammes ardentes. C'est une épreuve reconnue par le dieu Vulcain, mais la peur de la douleur et de la mort est la dernière chose qui préoccupe notre héros et son équipage. Le pauvre captif ne sait pas dans quel pétrin il s'est fourré. Ensuite, nous sommes dans le repère du gang des Vulcains, où notre héros affronte le chef de gang et déclare son intention de s'engager et de servir sous les ordres du patron. L'animateur leur demande s'ils sont prêts pour le baptême. La dame se dit joyeusement prête à relever ce défi. L'animateur demande alors à l'un d'entre eux de s'avancer. Notre héros s'avance avec confiance. Il pose sa main sur la table. L'homme à la tête orange et au lance-flammes savant et jette immédiatement quelques flammes chaudes sur le chemin de notre héros. Mais Zhu semble imperturbable et gère la chaleur comme un professionnel.
et se moque de savoir s'il s'agit bien d'un baptême. La tête orange s'énerve et met en marche le lance-flamme. Il demande à notre héros s'il profite enfin de l'intense baptême vulcain. Notre héros répond froidement en disant que c'est plutôt génial sous les flammes. Une fois son tour passé, la dame ricane en disant que notre héros essaie juste de se faire valoir et se porte courageusement volontaire pour le baptême de feu. La tête orange lui donne un coup de feu contrôlé, car il est persuadé que c'est suffisant pour elle. Mais la jeune fille, elle, reste forte. Sun commence à se tortiller de douleur lorsque sa main sent la brûlure. Ensuite, notre soldat à la retraite ferme les yeux et dit à la tête orange de commencer le spectacle. La pauvre tête orange commence à se demander si l'une de ces trois personnes est normale, mais il lance quand même ses flammes ardentes. Le soldat supporte stoïquement la chaleur, contrairement à notre youtubeuse. Impressionné par leur résistance, l'homme masqué annonce que tous les trois ont réussi le test et sont désormais des membres officiels du gang de Vulcain. Le soldat regrette de ne pas avoir désactivé ses capteurs de douleur, mais il ne se plaint pas. Il voulait une expérience réaliste de ce jeu. Soudain, un autre type apparaît, se présentant comme le conseiller militaire du gang. Il félicite tout le monde d'avoir rejoint le gang et leur propose une mission, considérant qu'il s'agit d'une grande opportunité pour les nouveaux venus. Notre héros comprend rapidement que ce type doit tester ses capacités dans le cadre de cette mission, et il a hâte de voir ce qui va se passer. La youtubeuse est également impatiente de participer à cet événement. Comme prévu, le vieil homme annonce leur mission. Intercepter un véhicule commercial depuis le village central et tout piller. Le garçon fait remarquer qu'ils ne sont peut-être pas assez nombreux pour un tel travail, mais le vieil homme leur assure que des membres d'élite du gang se joindront à eux. Le garçon remercie le vieil homme pour cette opportunité, comme on s'y attend de la part du conseiller. Une fois qu'ils ont quitté leur lieu de rencontre, ils sont étonnés de voir à quel point tout s'est bien passé. Le soldat remarque que les choses sont sur le point de devenir sérieuses. Mais notre héros le rassure en lui disant que ce n'est qu'un jeu et qu'il doit se calmer. Soudain, un objet tombe de la poche de notre héros. Lorsque la dame prend la bouteille, elle demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le garçon est immédiatement terrifié en voyant cela, et la dame révèle que c'est la même chose que ce qu'elle l'a vu mettre sur son corps. Le garçon panique en réalisant qu'elle l'a épié pendant qu'il se douchait. Pas étonnant qu'il ait eu froid à ce moment-là. La dame rougit et nie ses accusations, affirmant qu'elle ne faisait que passer. Le garçon s'empresse de lui dire qu'il s'agit d'une crème solaire normale, mais elle ne croit pas à ces conneries. « Pourquoi un personnage de jeu aurait-il besoin de crème solaire ?» demande-t-elle, agacée. Notre héros raconte une autre histoire, en disant que cela vous rend attirant. La dame, intriguée, commence à en demander pour elle-même. En fait, il ne s'agit pas d'une crème de beauté, car notre héros n'est pas un personnage virtuel, mais un être humain. Il ne peut pas régler le niveau de douleur comme les autres joueurs. Il doit compter sur cet outil pour passer le test de Vulcain. Un peu plus tard, notre héros rencontre les autres membres du groupe. La tête orange se présente comme Hotpot, leur aîné. Jou demande alors à Hotpot s'il a un conseil à donner, ce à quoi Hotpot répond qu'il est devenu un fan de la résilience de notre garçon, depuis qu'il a passé ce test de baptême, et qu'il veut maintenant être son pro-bro. Zhu-Ming est un peu effrayé par toutes ces flatteries, mais il le rassure en lui disant que depuis qu'ils travaillent ensemble, ils sont copains. Hotpot décide alors qu'il est temps de se préparer, car leur cible est sur le point d'arriver. Toute la bande prend donc la route en voiture. Le chef de gang les regarde partir, se méfiant des trois nouveaux venus, les soupçonnant d'être des espions envoyés par Vipère. Le vieil homme est d'accord, c'est pourquoi il les a envoyés voler les biens de Vipère. S'ils ont un comportement anormal pendant le raid, ils peuvent les brûler vifs. Le chef acquiesce et leur dit qu'il risque la mort par le feu s'ils le trompent. Un peu plus tard, nous nous retrouvons à la station de transfert du terrain vague. Là, tout le monde mange des aliments bizarres. À part Hotpot, tout le monde est effrayé par les globes oculaires de taureau cru. Les gars disent maladroitement qu'ils n'ont pas faim et disent à Hotpot de manger seul. La tête orange se met à piocher dans la nourriture, expliquant qu'ils doivent refaire le plein d'énergie avant le raid. Le garçon exprime son inquiétude au sujet du raid, en disant que s'ils vont piller des véhicules commerciaux, ils doivent avoir des gardes. Si ces gardes savent jouer avec le feu, les choses pourraient devenir délicates. Le chef orange le rassure en lui disant qu'ils ont déjà prévu des mines routières et qu'ils peuvent faire exploser la voiture du convoi avant d'atteindre le véhicule commercial. Le soldat prend une mine et, grâce à ses connaissances militaires, explique toutes les caractéristiques techniques de ce mauvais garçon. La tête orange est étonnée par la capacité de notre soldat retraité à lire les spécifications au premier coup d'œil, et lui fait comprendre qu'ils sont sur le point de lui donner une leçon avec ces mauvais garçons. À ce moment-là, les véhicules commerciaux ciblés arrivent en trombe et suscitent de l'agitation.